que tu peux partager avec nous 3 scoops? Premier scoop, quand j'étais dans l'armée américaine, parce que j'ai fait l'armée américaine, on nous demandait de nous réveiller à 3 heures du matin. Il faisait moins 11 degrés. Et aujourd'hui, tu penses que la résilience, c'est vraiment important pour réussir? La résilience est essentielle pour réussir. Parce que personne n'est né avec une résilience, on l'a construit la résilience. Pourquoi les chaussettes rouges? Extrêmement puissant, vraiment l'incarnation du pouvoir, de la force. Est-ce qu'à un moment, les populations n'ont pas peur? Quel que soit ce que vous faites, que vous soyez carriériste ou entrepreneur, vous avez besoin de développer votre capacité d'absorber les chocs extérieurs et les chocs intérieurs, parce que les chocs, vous en aurez. Plusieurs diront, ah, monsieur Zézé, il a réussi, vu ton parcours extraordinaire. Est-ce que toi, tu dirais que tu as réussi? Chacun verra ça de son point de vue. On peut voir un gangster et dire qu'il a réussi. Il dit, il ne faut pas m'énerver, sinon ça Ferrari. Voilà. Bonjour Stan. Bonjour Jean-Luc, comment ça va? Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ouais. Petite confidence avant de commencer tout de suite. J'ai quelque peu hésité avant de t'inviter dans mon podcast, dans le podcast des investisseurs africains, parce que je me suis dit, tu es tellement médiatisé, tu es passé sur plusieurs plateaux télé, tu es passé également dans pas mal de podcasts et tu as partagé tellement de valeurs. Je me suis demandé, mais est-ce qu'il pourra encore partager d'autres valeurs ou bien d'autres choses? Et en discutant plus longuement avec toi, je me suis rendu compte que tu es une vraie bibliothèque. Tu peux parler de tous les sujets, que ce soit des sujets techniques concernant la finance, l'entrepreneuriat ou l'investissement, ou des sujets différents comme le sport, comme le retour au pays et tout. Donc, avant de commencer, pour ceux qui nous regardent, pour les quelques 500 et quelques 1000 abonnés de cette chaîne, est-ce que tu peux partager avec nous 3 scoops? 3 choses que tu n'as pas encore partagées, que peut-être les gens ne savent pas sur toi. Alors, 3 scoops qui ont développé 3 valeurs. 3 valeurs. Ouais. Alors, premier scoop, quand j'étais dans l'armée américaine, parce que j'ai fait l'armée américaine, on nous demandait de nous réveiller à 3 heures du matin. D'accord. 3 heures du matin, j'étais à Kentucky, Fort Knox. Il faisait moins 11 degrés. Wow. Il pleuvait. Donc, on se met en short et en t-shirt, aligné, là, en formation. Et 3 heures du matin, l'instructeur nous dit il arrive. Et lui repart dormir. Ah bon? Donc vous êtes resté là comme ça? Et nous sommes restés là, debout, personne ne parle, sur la pluie, dans le froid, pendant 1 heure de temps. Des fois 2 heures de temps. Et il revient et on commence à courir. Wow. On va courir des kilomètres et des kilomètres. Alors, à force de le faire, à un moment donné, quand il ressortait, il nous voyait en train de discuter. On grelottait plus, là. On discutait, c'était vraiment cool, quoi. Et il nous explique que c'est nous permettre de développer notre résilience. D'accord. Nous permettre de surmonter les difficultés, nous permettre d'avoir un état d'esprit solide, un état d'esprit de fer. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé cette résilience. Je pense que mon passage dans l'armée avec tous ces exercices-là m'ont permis de développer cette résilience-là. Et aujourd'hui, tu penses que la résilience, c'est vraiment important pour réussir? La résilience est essentielle pour réussir. Elle est essentielle parce que, quel que soit ce que vous faites, que vous soyez carriériste ou entrepreneur, vous avez besoin de développer votre capacité d'absorber les chocs extérieurs et les chocs intérieurs, parce que les chocs, vous en aurez, dans tous les cas. Donc, être capable de froidement absorber les chocs, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui se construit. Personne n'est né avec une résilience, on l'a construit la résilience. Et la deuxième chose, c'est quand je suis allé aux États-Unis pour continuer mes études, c'était en hiver, je me rappelle, j'étais en train de marcher et j'ai glissé, il neigeait, donc j'ai glissé, je suis tombé. Et ça m'amusait parce que je suis resté sous le sol et je retourne la tête, je vois les policiers, les pompiers et tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, instantanément? Voilà, je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc les gens viennent me dire, ah, ça va, tu n'as pas fait? Je dis, non, mais c'est cool là, je me suis juste tombé là. On dit, non, tu peux porter plainte contre l'école et tout ça. D'ailleurs, ils n'auraient pas dû laisser la neige ici. Tu peux porter plainte. Je dis, mais quoi, quelle plainte? Je suis tombé, c'est tout. On dit, non, mais tu as le droit de porter plainte. Je dis, non, les gars, c'est cool, ça va. Et je suis parti. Et j'apprends de ça qu'en réalité, je viens d'une culture où c'est même pas pensable. C'est clair. Et je viens dans une autre culture
où il y a de nouveaux codes. Et ces codes, il faut les apprendre. Alors, sa capacité à s'adapter, c'est sa capacité à comprendre la psychologie de son environnement, la psychologie de ses interlocuteurs. Et c'est comme ça que vous arrivez à dompter votre environnement. Donc, c'est des petites choses. Je suis quelqu'un qui observe énormément. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui permettent justement de pouvoir comprendre son environnement. Parce que j'aurais pu me lever et partir, mais je me suis dit, mais pourquoi tout le monde est venu? Pourquoi on me demande si je veux porter plainte? Donc j'ai creusé, et on m'a dit, tu as le droit de porter plainte. Ici, tout le monde porte plainte pour tout et pour n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que tu dois faire attention à ce que tu fais, parce que tu peux poser un acte et on portera plainte contre toi. C'est ça. Donc, évidemment, tout de suite, tu t'es dit, bon, ben, écoute, je commence à savoir comment les gens fonctionnent, donc il va falloir faire attention. Est-ce que tu te dis c'est un système pareil qu'on doit avoir en Afrique aussi? Parce qu'en Afrique, il y a pas mal d'impunité, donc les gens se disent ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non, je crois qu'il faut le juste milieu. Il faut un peu plus de rigueur en Afrique. D'accord. Il faut un peu moins d'extrémité dans les pays occidentaux. Mais il faut un juste milieu. C'est vrai que vivre dans l'impunité, ça pose problème. Même pourquoi il y a des fois des gens ont la possibilité de se soigner ici, parce qu'il y a des médecins compétents. Mais comme il n'y a pas cette logique de responsabilité, ils se disent, si il est négligent, qui m'opère, que j'ai un souci, je ne peux pas le poursuivre en justice parce que personne ne le fait. C'est ça. On a des situations un peu surprenantes des fois. Une femme qui va au poste de police et dit que son mari l'a violée et que le policier se met à rire et lui dit « mais comment ton mari peut te violer ?» C'est ça. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est ce manque de rigueur là, ce manque de sérieux des fois qui fait que ça crée des fois des problèmes psychologiques chez des gens. Une femme qui désormais se fait violer par son mari n'ira pas à la police parce qu'elle sait qu'on va se moquer d'elle. Et on va lui dire, mais attends, t'es sérieuse là, toi? Ton mari t'a violé? Comment ton mari peut te violer? Ouais. Donc, on a besoin de rigueur, on a besoin d'une société plus structurée, plus rigoureuse, qui respecte les règles. Et je crois que la différence entre l'Afrique et l'Occident, ou du moins les Africains et les Occidentaux, ce n'est pas la supériorité intellectuelle des uns sur les autres, c'est-à-dire des Occidentaux sur les Africains, non. Ce qui distingue, c'est l'organisation, la structuration des Occidentaux sur les Africains. Je pense même que les Africains sont plus intelligents, en réalité, mais sont moins structurés, sont moins organisés. Donc, évidemment, ça leur cause préjudice. Le retard que l'Afrique a accumulé vis-à-vis des autres, c'est cette incapacité en général de planifier à long terme, de s'organiser, de se structurer et d'aller crescendo jusqu'à atteindre un objectif. On est pressé, on veut aller vite, on est dans le court terme, on aime tout ce qui a des résultats rapides pour pouvoir montrer, et donc on n'est pas dans la construction. Et ça pose un réel problème. Il faut construire. Si on veut arriver à quelque chose de solide, il faut construire. C'est pourquoi je dis toujours, il y a une différence entre les hommes et les femmes d'affaires et les entrepreneurs. Ok. On verra la différence après. Ouais. Parce que là, c'est tout un sujet. Oui, absolument. Ok. Mais qui, selon toi, devrait construire? Parce qu'on se dit, il faut qu'on soit plus organisé. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais est-ce que la responsabilité incombe uniquement à nos dirigeants? Comment cela doit s'organiser, se faire? Alors, la responsabilité incombe en premier lieu aux dirigeants qui sont supposés organiser et guider la société. La deuxième responsabilité incombe aux citoyens qui ont désigné ces leaders. Exactement. Et ces leaders sont responsables vis-à-vis de ces citoyens. Mais si les citoyens n'exercent pas le rôle de contrôle, de supervision, bah naturellement, la nature n'aime pas le vide. Ces leaders feront ce qu'ils veulent. Est-ce qu'en Afrique, on peut, en tant que citoyen... C'est une question d'organisation. Aujourd'hui, quand tu regardes les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, les gens mettent la pression sur les leaders. Ouais, ça, c'est pas faux. Ils mettent une vraie pression. Quand il y a des mouvements d'ensemble, on voit bien qu'ils réagissent. Mais quand il n'y a pas de mouvement d'ensemble, parce qu'ils observent tout ça, ils veulent voir s'il y a un engouement
sur un sujet particulier, ils viennent s'expliquer. Mais quand il n'y a pas d'engouement, ils viennent pas s'expliquer. Donc ça veut dire que ce que je dis, les gens observent pas. Si les gens observaient la réaction des leaders en fonction de eux, leur action, à ce moment-là, ils s'organiseraient mieux. Mais la responsabilité incombe à tout le monde, mais en premier lieu aux dirigeants, puisque ce sont eux qui ont été choisis pour cette tâche-là, la tâche d'organiser et de structurer la cité, et avec la participation justement de tous les citoyens dans la gestion de cette cité-là. Ok. Ouais. Et là, on parle du cas de la Côte d'Ivoire. Tout le monde se plaint de la cherté de la vie ici. Donc, si j'entends bien ce que tu dis, si les citoyens s'étaient levés un peu d'une façon ou d'une autre sur les réseaux sociaux via des marches, forcément, ça allait mettre pression sur le gouvernement pour réduire les choses. Je ne sais pas si les marches nécessairement fonctionnent. L'arme la plus redoutable, c'est justement de s'exprimer. Exactement. Mais de s'exprimer de façon structurée, cohérente et organisée. Quand je vois les lives qui sont faits sur des sujets qui sont pas de grande importance et des sujets qui sont en réalité en vocation à amuser les gens, je vois les milliers de personnes connectées, mais quand il s'agit de sujets sérieux, on voit des dizaines de personnes connectées. Donc si on pouvait avoir des milliers de personnes connectées sur des sujets d'importance capitale, comme la cherté de la vie, comme l'éducation nationale, comme la valorisation des métiers d'artisans, comme la santé, comme la recherche et le développement, comme la transformation de l'économie. Mais tu t'imagines bien qu'il y avoir une vraie pression sur les leaders qui allaient s'organiser autrement, allaient se structurer autrement. Mais s'ils voient qu'il y a 10 personnes qui assistent à des lives qui parlent d'éducation, bah, ils sont tranquilles. Et qui voient qu'il y a 45 000 personnes qui sont connectées à des lives qui parlent de Whoopi, donc c'est clair. Ils se disent, bon, allez, on laisse les gens s'amuser. Voilà. Exactement. Donc c'est aussi de la faute de la population. Maintenant. C'est essentiellement de leur faute parce qu'en réalité, ce sont eux qui choisissent les dirigeants. De deux, ils sont supposés exercer une supervision et un contrôle s'ils le font pas. Ça peut être culturel aussi parce que on a, nous sommes dans des systèmes politiques où les gens sont dans une logique de fan club. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un leader, je suis fan de lui, quels que soient ses agissements, je suis fan de lui. Donc, parce que si je montre que je suis plus fan de lui, ça voudra dire que je donne l'opportunité à ceux qui sont contre lui de se dresser contre lui. Ça ne veut absolument rien dire parce que les actions qu'il ne prend pas t'affectent autant que ça affecte les autres. Exactement. Voilà, ça ne distingue pas, la pauvreté ne distingue pas les couleurs politiques, ça affecte tout le monde de la même façon. Non, mais tout ça parle de l'éducation. Il y a la culture, mais il y a l'éducation et l'instruction. On met pas beaucoup l'accent sur l'instruction des gens. C'est-à-dire que on pense peut-être que ce n'est pas important, mais quand on regarde des pays comme Singapour a zéro ressource naturelle. C'est un rocher. Exact. Donc, ils ont misé sur les hommes et les femmes. Parce que de toute façon, même si vous avez des ressources, si vous n'avez pas les hommes et les femmes pour les transformer, les ressources restent des potentiels, mais pas des opportunités. Alors qu'il faut transformer les potentiels en opportunités. Et pour ça, le premier actif, c'est l'éducation. Ensuite, la recherche et le développement, la formation. Donc, si on ne met pas l'accent sur ces choses-là, naturellement, nous serons des pays qui seront non seulement toujours dépendants, mais des pays qui seront structurés comme des fan clubs où quand un parti vient au pouvoir, il a tout le pouvoir parce que personne ne le contrôle, parce que personne ne le défie. Et donc, à force d'être le seul tout-puissant, il développe un certain nombre d'habitudes qui se transforment des fois en des habitudes d'oppression. Exactement. Et c'est qui est tout à fait normal. C'est la nature des choses même. Mais quand il y a un contrôle et qu'il y a un équilibre de pouvoir, à un moment donné, les choses s'équilibrent, comme on dit. Mais tant que nous restons dans ces systèmes politiques, dans ces modèles politiques, évidemment, on aura du mal à avancer parce qu'il est très difficile d'avancer quand il n'y a pas de contrôle, quand il n'y a pas de contre-pouvoir et quand il n'y a pas d'équilibre
entre les forces. Très, très, très difficile d'avancer. Ouais. Mais est-ce qu'à un moment, les populations n'ont pas peur de se lever, de peur des représailles, par exemple, si on commence à parler, qu'on commence à mettre en prison? C'est-à-dire que faut comprendre que nous sommes dans un environnement où le fond est aussi important que la forme. Donc, il y a des façons de dire les choses. Il ne s'agit pas d'accuser les gens, parce que forcément, une accusation dans une culture où les gens sont émotifs, ils vont réagir. Mais un constat et une proposition de solution, ben c'est difficile de réagir négativement à ça. Exactement. Voilà, c'est déjà que j'ai constaté que l'éducation nationale est très faible dans notre pays. Voilà ce que je propose. Bon, c'est difficile de t'attaquer sur ça quand même. On dit, bon, il accuse personne, il a constaté, et voilà ce qu'il propose comme solution. Mais si tu dis, je pense que ces gens-là, ils font pas le bon travail, ils font pas le travail qu'ils sont supposés faire, à cause de l'éducation faible, là, tu accuses. Tu attaques même. Et si tu attaques et tu accuses, bah, tu t'imagines bien que tu as une réaction. Une réaction qui peut être violente et qui est tout à fait humaine. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut connaître son environnement. Il faut maîtriser la psychologie de son environnement et de son interlocuteur. Si vous avez affaire à des gens sensibles et émotifs, ben, ça veut dire que vous devez soigner la forme de ce que vous voulez dire pour qu'ils s'intéressent au fond de ce que vous voulez dire en réalité. Ouais. Ok. Tu parles beaucoup de connaître son environnement, connaître aussi son interlocuteur. Il y a le troisième scoop que tu dois nous donner, mais on va en parler après. Comme ça va vous pousser à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Comment connaître son environnement et son interlocuteur? Est-ce que tu as quelques astuces pour permettre à ceux qui nous écoutent parce que je pense que c'est très important aussi. Il faut observer. Observer. Il faut observer. C'est extrêmement important d'observer comment les gens se comportent, comment ils réagissent. Les gens qui ont du mal à comprendre leur environnement, c'est parce qu'ils sont focalisés sur eux-mêmes. Exactement. Voilà, ils sont un peu dans une logique où c'est eux qu'on doit écouter, c'est eux qu'on doit observer, voilà. Mais si vous observez les gens, vous écoutez ce qu'ils disent, vous regardez leur réaction vis-à-vis de certaines situations, vous commencez à créer une sorte de story. C'est une histoire que vous constituez, donc un film que vous constituez sur votre environnement, et dans un film que vous allez répéter, et que vous allez finir par pouvoir anticiper la réaction des gens, anticiper ce que les gens veulent, et ça vous permet d'avoir de meilleures relations avec les gens. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale, la capacité de dompter son environnement. Voilà. Et pas besoin d'aller à l'école pour ça. Enfin, c'est des choses de la vie, c'est ce qu'on appelle en anglais le street smart. Ok. C'est être capable de percevoir ce qui se passe dans son environnement, comment ça fonctionne, et puis apprendre à comprendre ça. Et après, vous voyez, il y a des gens qui n'ont jamais de problème avec personne. Il y a des gens qui évoluent, des gens qui arrivent à réaliser des choses extraordinaires. Personne ne leur met le bâton dans la roue parce qu'ils comprennent. Ils savent comment parler aux gens. Ils savent à quel moment dire quoi, à quel moment ne pas dire quoi, à quel moment parler, à quel moment ne pas parler. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qui réussissent dans la vie. C'est pas les gens intelligents qui réussissent dans la vie, ce sont les gens qui ont du bon sens qui réussissent dans la vie en réalité. Parce que le bon sens, il est nettement au-dessus de l'intelligence intellectuelle qu'on connaît. C'est pourquoi on peut voir des illettrés qui sont des grands patrons d'industrie. Et qu'est-ce que tu entends par bon sens ? Bon sens, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va prendre un exemple banal. Et je dis souvent à mon chauffeur, je te dis que je suis pressé. On est sur une autoroute à 2 voies. Tu es derrière un camion, ou tu es derrière un camion, et tu vois que le camion, ça va doucement, alors que là, il y a des voitures qui passent. Je suis pressé. Est-ce que j'ai besoin de te dire de changer de ligne pour pouvoir aller plus vite? Bien sûr que non, oui. Voilà. Donc, il est là, il est sur sa ligne, donc il avance. Donc, le camion avance, lui, il avance. Le bon sens, c'est, je t'ai déjà dit que je suis pressé. Donc, en réalité, même si tu respectes la limite de vitesse et tout ça,
tu t'arranges pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Et là, il est en train de te ralentir pendant qu'il n'y a pas d'obstacle à gauche. Ben, tu vas à gauche et tu avances. C'est ça le bon sens. Donc, savoir shifter, savoir s'adapter. C'est ça le bon sens en réalité. Mais est-ce que tu penses que du coup, il manque beaucoup de bon sens bon, c'est quand même ballot de le dire. Parce que quand je discute avec plusieurs entrepreneurs, ils relèvent exactement ce souci. Ils disent qu'avec les employés, les collaborateurs, il faut absolument tout dire. Dès qu'on n'est plus là, ils ne font plus le travail. Est-ce que c'est ce manque de bon sens qui, du coup, peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, plusieurs entrepreneurs ont des soucis avec leur personnel, leurs ressources humaines? Alors, je pense que le bon sens, ça peut s'apprendre aussi, l'éducation des gens. C'est ça. C'est-à-dire que se plaindre, c'est une chose, mais ça change pas grand-chose en réalité, finalement. C'est apprendre aux gens ce que toi, tu penses être normal, que eux, en réalité, peut-être qu'ils voient pas. Parce que quand je dis ça, bon, maintenant, ils comprennent. Mais avant, il comprenait pas, quoi. Enfin, il se demandait, mais pourquoi il veut forcément que alors que là, ça avance. Ça avance, oui. Pourquoi il veut forcément que Donc, je crois que blâmer les gens, c'est pas forcément la meilleure façon de les faire changer. C'est-à-dire que la meilleure façon de faire changer les gens, c'est de les emmener à comprendre que ce que tu leur suggères de faire va certainement mieux les aider à réaliser la tâche qu'ils doivent accomplir. Ok. Il faut qu'ils en prennent conscience pour que ça devienne une seconde nature. S'ils n'en prennent pas conscience, qu'ils voient ça juste comme une instruction, ils la feront là. Mais la prochaine fois, ils reviendront en naturel. Mais si vous suggérez et vous leur faites observer le résultat, comparé à comment ils le faisaient avant, ils se sont suffisamment intelligents pour se dire, ah ouais, finalement, ça me fait gagner du temps. Finalement, ça me permet d'avoir de meilleurs résultats. Moi, je suis dans l'immobilier aussi. Hein. Je construis beaucoup. Et quand je prends les mêmes personnes sur différents chantiers, j'ai plus rien à dire parce qu'ils savent exactement comment voilà. Et je crois que c'est fois qu'au début, c'est frustrant. Donc, on s'énerve. Mais à un moment donné, on se rend compte que s'énerver va pas permettre à ces gens-là de mieux comprendre, quoi. Donc, c'est plutôt être dans une logique de suggérer les choses, plutôt d'intimer les gens à le faire. Donc, en suggérant, c'est beaucoup plus facile pour les gens d'absorber que quand on les force à le faire. Voilà. Ils le feront parce que bon, ils n'ont pas le choix, ils sont subordonnés, ils vont le faire. Mais est-ce que ça restera une habitude? Est-ce que ça deviendra une seconde nature? Non, je pense pas. Ok, ça c'est bien dit. Tu as parlé d'observation et en t'observant, il y a quelque chose de totalement fascinant chez toi. Ta capacité à parler calmement, à être très réfléchi dans tes propos et à te faire comprendre de façon très intéressante. Et certains de mes abonnés se demandaient, mais comment tu as fait pour arriver à ça? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu es né? C'est quelque chose de totalement inné ou bien tu as dû travailler cette compétence aujourd'hui que tu as de vraiment pouvoir tenir en haleine des personnes en parlant posément? Parce que certains vont se dire, si je parle trop posément, calmement, les autres ne vont pas écouter et tout. Alors que peut-être c'est ça la clé aussi pour se faire entendre. Donc, alors, je crois que on est tous avec d'énormes potentialités. Maintenant, après, il faut les identifier. Exact. Et puis voir quels sont les avantages de ces potentialités et les développer. Voilà, donc, on est avec des qualités, on est avec des défauts qu'on peut même transformer en qualité. C'est ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de la journée, je vois qu'on a cette capacité-là à imposer aux autres ce qu'a priori, ils n'auraient pas accepté d'office. C'est ça. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui peut-être ne respectent pas les standards orthodoxes de la beauté. Mais eux sont convaincus qu'ils sont beaux. Et du coup, ils finissent par convaincre les autres qui sont beaux et les gens finissent par les voir comme des gens beaux. Exact. Voilà. Donc, c'est ça, c'est des choses qu'on travaille. Quand j'étais jeune, je voulais être avocat. Ah, ok. Alors, pourquoi je voulais être avocat? Parce que je pensais que les avocats étaient les gens les plus puissants d'une société. Pourquoi? Parce que les avocats ont
ont le verbe, les avocats maîtrisent toutes les règles, tout le droit, parce qu'en fait, on vit dans une société qui est régie par le droit. Exact. Ouais. Et pourquoi on est régi par le droit? Le droit a été créé pour organiser une société, parce que on veut tous la même chose. Et comme on veut tous la même chose, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour arbitrer de qui peut avoir quoi, à quel moment et tout ça. Donc je me suis dit, celui qui maîtrise ça, c'est un pouvoir extraordinaire. Exact. Oui. Et donc j'ai fait du droit. J'ai fait Sciences Po, parce qu'après de Paris, je suis allé aux États-Unis. Donc j'ai fait Sciences Po, j'ai fait Sciences Éco, et j'ai fait l'école d'administration. Alors, donc tous les dérivés du droit, de sciences politiques, économiques et administration publique, pour moi, vous forment pour devenir quelqu'un qui peut bien gérer son environnement, peut mieux connaître son environnement, contrôle l'organisation de son environnement. Et maintenant, après, c'est dans la pratique. C'est, comme je disais, observer, voir comment les gens réagissent. On vous entend pas mieux quand vous criez. On vous entend mieux quand les gens comprennent ce que vous dites. Et je dis toujours, quand je suis devant un public, mon objectif, c'est pas de les impressionner. D'accord. C'est pas de venir montrer aux gens que je suis intelligent, ça m'intéresse pas. Parce qu'en réalité, quand les gens t'invitent, s'ils pensaient que tu étais con, ils t'auraient pas invité. Donc, t'as pas besoin de les impressionner. Mais à la fin de la journée, t'as envie que quand tu partes de là, que le commentaire, c'est pas « Ah, mais il est intelligent, celui-là. » Mais on n'a rien compris de ce qu'il a dit. C'est « On a compris tout ce qu'il a dit. » Et c'est justement ça qui vous rend intelligent. Donc, est-ce il faut essayer d'utiliser des termes, des termes simples que tout le monde pourrait comprendre? Oui. S'adapter à son environnement. Si vous allez parler au marché, vous allez trouver les mots qui feront que les gens qui sont au marché vont comprendre votre message. Mais ce même message, si vous allez à l'Assemblée nationale, il sera diffusé différemment. Mais il s'agit exactement du même message. Si vous allez dans une université devant des étudiants, ce sera dit différemment, mais c'est exactement le même message. Donc la capacité, même avec les députés, c'est le même message, quel que soit le fait que le message soit soutenu, il faut qu'il soit simple, il faut que ce soit structuré simplement, pas dans une logique d'impressionner, mais dans une logique que les gens comprennent. C'est en ça que je dis, le diable est dans le détail. Il faut que les gens comprennent les détails de ce que tu dis. La deuxième chose, c'est quand je parle à une audience, c'est des fois, je prépare des présentations et je vais faire des présentations avec des staffs. Et puis à la fin, ils me disent, mais boss, tu as complètement changé la présentation. Parce qu'en réalité, tu as projeté, mais tu as parlé d'autre chose tout le long. En réalité, l'objectif, c'est qu'ils comprennent le message que je veux leur faire passer. Et donc, quand je fais la présentation, je regarde la réaction des gens pendant mon discours, pendant ma présentation. Et j'ajuste mon discours en fonction de leur réaction, mais toujours dans le même esprit de cette présentation-là. Parce que peut-être que comme je l'ai mis en standard, peut-être que le message passe pas comme ça. Donc, faut décoder. Faut décoder le message de sorte à ce que les gens comprennent. Alors, comment je sais qu'ils ont compris? L'expression du visage. Voilà, j'allais te demander. Oui. C'est l'expression du visage. Tout est dans l'expression du visage et dans ce que les yeux disent. Encore une fois, l'observation. L'expression des yeux et l'expression du visage. D'accord. Et le body language. Les gens vont réagir. S'ils sont pas d'accord, ils vont réagir d'une façon ou d'une autre. S'ils sont d'accord, ils vont réagir. Ils vont hocher la tête, par exemple. S'ils sont dubitatifs, ils le feront savoir. D'accord. Donc, au fur et à mesure, et c'est pourquoi des fois, je reste sur des choses, j'insiste, je prends des exemples, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les gens comprennent. Et à la fin de mon discours, ou à la fin de ma présentation, je veux me rassurer que toutes les personnes qui sont dans la salle aient compris le message.
Voilà comment je fonctionne. Comment tu fonctionnes. Ouais. Très bien. Merci pour ces conseils. Tu es une vraie inspiration pour plusieurs jeunes en Afrique francophone et même au-delà. Plusieurs diront « Ah, monsieur Zézé, il a réussi, il a fait énormément de choses vu ton parcours extraordinaire. » Est-ce que toi, tu dirais que tu as réussi? Alors, ça dépend de comment on définit la réussite. Oui. Parce que, donc, je voulais en venir à ça. Parce que chacun verra monsieur Zézé d'une certaine perspective. On dit, ah, mais il a réussi parce que je le vois en Porsche, je le vois en Range Rover, je le vois voyager avec sa famille, ils vont en vacances, etc. Voilà. Donc, lui voit ça du point de vue matériel. Exactement. Quelqu'un dira, ah ouais, mais M. Zézé, il a réussi parce qu'il a réussi à imposer une discipline qui n'existait pas dans notre environnement. Il a créé la première agence de notation financière dont la probabilité de réussite en l'état, en 2007, était de 0%. Et qu'il a transformé jusqu'à 100%. Donc, il a réussi son projet, il a réussi. Et il y a d'autres qui diront, ah ouais, mais M. Zézé, on le voit, il a une vie professionnelle qui semble parfaite, une vie familiale qui semble parfaite. Il a une femme qui n'hésite pas à exposer, à présenter aux gens avec fierté ses enfants et tout ça. Donc, chacun verra ça de son point de vue. Exact. Okay. Mais à la fin de la journée, la réussite, c'est donner envie aux autres, d'une façon ou d'une autre. Donc, on peut voir un gangster et dire qu'il a réussi parce qu'il donne envie. Il donne envie, il montre beaucoup de matériel, par exemple. En réalité, c'est comme les Américains disent, beauty is in the eyes of the beholder. Ça veut dire que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc, la réussite, elle est définie par celui qui apprécie. D'accord. Donc lui dira, l'investisseur africain a réussi, et quelqu'un dit non, mais il n'a pas réussi, qu'est-ce que tu appelles il a réussi? Voilà. Donc c'est difficile d'avoir une définition universelle de la réussite, ça va dépendre de celui qui interprète. Tu interprètes. Voilà. Mais pour toi, du coup, est-ce que toi, tu as une définition de la réussite? Moi, ma définition de la réussite, c'est réussir un projet. Ok. Un projet de vie. C'est de comprendre quel est son projet de vie. C'est-à-dire que quand on est enfant, on dit « Ah, moi, je veux être médecin, moi, je veux être avocat ». On se définit des projets. Et au fur et à mesure, le projet, on l'ajuste. Tu peux dire « Je veux être médecin » et puis après, tu finis ingénieur parce qu'après, tu as changé. Ou c'est des concours de circonstances et des ça. Mais je crois que réussir sa vie, c'est être heureux. Donc on viendra encore à la définition de c'est quoi être heureux. Voilà. Être heureux, c'est être dans un bon état d'esprit, c'est se sentir bien. Voilà, c'est psychologiquement se sentir bien, physiquement se sentir bien. C'est ça, être heureux. C'est pas un état permanent. Vous avez des petits moments de bonheur, qui sont précis. Hein. Ça peut être aussi simple que savoir que vous avez une maison où aller ou habiter, par exemple. Tous ces petits moments de bonheur mis ensemble constituent un bonheur. Et quelqu'un qui meurt de faim ne peut pas parler de réussite. Quelqu'un qui a pas d'emploi et dont ça lui cause une souffrance psychologique. Voilà. C'est pourquoi je parle d'état d'esprit stable. Vous êtes un état d'esprit stable, vous avez une occupation qui est raisonnable, vous gagnez votre vie convenablement, vous arrivez à faire des choses, enfin, vous vous réveillez le matin, vous êtes content de vous réveiller. C'est ça. Voilà, vous dites pas, encore un jour. Il faut être content de se réveiller. Donc, le bonheur peut être quelque chose, réussi peut être quelque chose de très simple. Si votre projet, c'est d'être professeur de lycée, par exemple, quand vous devenez professeur de lycée, ça vous procure un bonheur, donc vous avez réussi. Donc, c'est pas quelqu'un qui dira que vous avez pas réussi, c'est son problème. C'est comment il perçoit, mais comment vous vous percevez vous-même, c'est ça. Moi, je pense que j'ai réussi ce que je voulais, ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, c'est avoir cet impact positif sur les gens. Mais de travailler pour arriver à un niveau où cet impact est naturel. Je me suis donné les moyens d'avoir justement la capacité d'impacter positivement. Je crois que pour moi, c'est ça. Enfin, c'est ça ne pas être dans l'incapacité de pouvoir peut-être apporter du secours aux autres,
Et je dis toujours aussi, je suis content d'avoir 2 filles. Exactement. Et constituer ma réussite aussi et savoir que je leur donne le choix. Ça, c'est important. C'est important. Le choix. C'est-à-dire que ma fille, ma première fille aux États-Unis, elle est à l'université à Boston. Donc, quand elle a dit qu'elle voulait aller à l'université à Boston, bon, si tu peux pas payer l'université à Boston, tu es frustré, elle est frustrée. Donc, réussir aussi, c'est ça. C'est donner le choix à ses enfants. Mais je pense que les enfants choisissent aussi en fonction de comment ils ont été éduqués. Donc, ça veut dire qu'on se donne les moyens d'éduquer les enfants et on se donne les moyens de pouvoir assumer le choix que les enfants feront dans l'éducation qu'on leur a donnée. Donc, si vous éduquez des enfants à être très ambitieux, bah, ils auront des grandes ambitions. Il va falloir pouvoir suivre après. Après, c'est ça. Ouais. Donc, je crois que la réussite est certainement quelque chose que chacun définit. Mais à mon sens, c'est ce moment où vous avez un bonheur qui est plus ou moins permanent, même avec des hauts et des bas, mais qui est plus ou moins permanent, que vous pouvez présumer que vous avez réussi. Ouais, très, très, très bonne réponse en tout cas. Aujourd'hui, avec Bloomfield Investment Corporation, on voit ça fait plus de 17 ans. 18 ans, 18 ans maintenant que tu as lancé cette firme. Quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as connues avec cette entreprise et dans ton parcours entrepreneurial? Je crois que la plus grande difficulté, c'est toujours le départ, en réalité. C'est toujours le départ parce que après vous construisez une résilience vis-à-vis des challenges, des chocs, mais c'est au départ. Premier vrai challenge, c'est la confiance de votre entourage. Nous sommes dans un environnement, je ne sais pas si je pense que c'est culturel et c'est très francophone aussi. Voilà. D'avoir des gens qui vous découragent toujours. C'est ça. Personne, les gens ils sont je ne sais pas si c'est leur propre peur qui sont en train de tendre sur les autres. Parfois, ils pensent vous faire du bien en vous décourageant. Non, absolument. C'est ça qui est paradoxal. Et non, c'est ce manque de confiance là. Si vous n'êtes pas solide, vous abandonnez. Exact. Voilà, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas solide, vous abandonnez. Quand vous êtes solide, évidemment, ça vous amuse, vous abandonnez pas, comme ça a été le cas pour moi. Mais c'était ça le premier challenge. Le fait et c'est le premier challenge qui est frustrant, parce qu'il est frustrant à deux points de vue. Frustrant parce que vous dites, mais pourquoi les gens pensent que j'ai décidé de faire quelque chose et eux pensent que je ne suis pas capable de le faire alors que c'est moi qui ai décidé. C'est ça. Tu vois? Et donc, et la deuxième chose, c'est de dire, mais est-ce que je vis dans un environnement où les gens sont des incapables, où les gens pensent qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire? Parce que s'ils pensent que moi, je peux pas faire ce que je dis que je veux faire, c'est que eux-mêmes, ils pensent qu'ils seront peut-être pas capables de faire. Et donc, c'est un peu frustrant de dire, bon, je vis dans un monde où je vis dans un environnement où on aura du mal à avancer si tout le monde pense qu'il est pas capable de faire les choses. C'est ça. Et pour le reste, j'avais déjà intégré les challenges, les difficultés et tout ça. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui... C'est pourquoi quand on me demande de parler des difficultés, je dis, mais moi, tout le monde a des difficultés. Maintenant, c'est quand on me demande de parler de comment je surmontais ces difficultés, voilà. À ce moment-là, oui, je peux le dire. Mais je me dis, les difficultés, c'est pas quelque chose... Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je fais l'armée. Donc, vraiment, les difficultés, c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire, quoi. Pour moi, c'est partie inhérente de la vie. C'est ça. On vous l'apprend à l'armée. Hein. Les difficultés font partie de la vie. Mais du coup, le plus important, c'est comment comment monter. Alors, ce que j'ai appris, moi, dans toute cette construction de ma vie, c'est que quand vous êtes face à un problème, votre capacité à résoudre le problème serait déjà votre capacité à bien poser le problème. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème qu'on ne pose pas bien. Exactement. Voilà. Poser le problème. Une fois que vous avez posé le problème, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Alors, je dis toujours, quand on a un problème, il est en face de vous. Vous avez la possibilité de l'affronter directement, donc de venir en frontal. C'est la possibilité, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller derrière le problème. C'est ça. Donc, vous avez la possibilité
de le cogner et de le mettre à terre et vous passez sur son corps et vous avancez. Ou alors, vous l'évitez. Vous passez à gauche, ou vous passez à droite, ou vous passez au-dessus, ou vous passez en dessous. Donc, bien poser le problème, c'est déjà savoir c'est quoi le problème et comment le régler. Ouais. Mais une fois que vous avez bien posé le problème, puisque là, vous voyez que vous avez 4 possibilités, enfin, on va dire 5 possibilités. Et vous dites, j'ai 5 possibilités. Passer à travers, c'est difficile parce qu'il est peut-être coriace. Exact. Passer en bas, ça vous dire creuser le sol. C'est peut-être un peu plus compliqué. Maintenant, j'ai 3 solutions plus faciles. Passer à gauche, passer à droite ou passer au-dessus. Maintenant, il va certainement bouger à gauche. Si je vais à gauche, bouger à droite. Il va revenir ou sauter. à un moment donné. Et donc, c'est où est-ce que je pense que je serai le plus rapide. D'accord. C'est caricatural, mais c'est ça. C'est-à-dire que, et à force de réfléchir à ça, vous finissez par vous dire, je passe à gauche parce que j'ai vu que il est moins rapide à gauche, il est plus rapide à droite. Voilà. Donc c'est dans la réflexion de la résolution du problème, quand vous l'avez bien posé, tous ces éléments-là viennent à vous. Ok. Voilà. Et tu disais, les challenges que tu as eu au départ, c'était principalement la confiance. La confiance, parce que j'avais 3 problèmes à résoudre. Ok. Parce que, comme je disais, la probabilité de réussite était de 0%. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de narratif. Exactement. Personne ne savait ce que c'était. Il n'y avait pas de réglementation. Parce que quand on parle de finance, tout le monde pense à réglementation. Est-ce que c'est régulé ? Est-ce que les gens contrôlent ? Ce qu'on dit finance, on dit l'argent, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle tout ça ? Et la troisième chose, c'est les clients. C'est ça. Si ce n'est pas un secteur qui existe, il n'y a pas de clients. Donc, il faut créer la narrative. Il faut encourager la création de la réglementation, puisque ce n'est pas moi qui la crée. Il faut créer des clients. Exact. Alors, donc, tu te dis, mais comment je fais ces 3-là ? Et là, tu te dis, bon, je comprends, je comprends un peu quand les gens me disent que ça ne peut pas réussir, mais je ne crois pas que ce soit dans cette optique-là qu'ils disent. Oui. C'est que l'optique, c'était, tu as laissé ton boulot de directeur, ton directeur régional de Shell pour venir monter une entreprise en période de guerre. C'est ça. Nous sommes en période de crise, nous sommes en 2007, période de crise. Et donc, t'es peut-être fou, quoi. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête à cette époque, quand tu décides de lancer Bloomfield ? C'était quoi ta principale motivation ? Ma principale motivation, c'était que l'Afrique avait besoin de cet outil-là pour pouvoir mieux évaluer son risque contextuel. Bon, maintenant, est-ce que c'était la bonne période ? Je ne sais pas. Pour moi, quand je décide de faire une chose, je la fais. Et je me dis, évidemment, je pensais à tout ça avant de créer l'entreprise. On ne crée pas une entreprise et maintenant on cherche les solutions. Non. C'est ce que plusieurs font. Oui, mais c'est dommage. C'est ça, c'est dommage. Oui. C'est qu'on pense à tout avant. C'est ça. Qui sera mon client ? Quelles sont les perspectives ? Et on pense à tout. Je savais toutes ces difficultés-là. Mais je me suis dit, je ne veux pas attendre que l'environnement se transforme pour que je puisse créer mon entreprise. Je vais transformer cet environnement pour que d'autres derrière puissent, eux, créer facilement leurs entreprises. Mais je serai le pionnier. C'est ça. L'idée d'être un pionnier me séduisait. Et donc, je me suis dit, il faut que je mette en place une stratégie pour résoudre ces 3 problématiques. La première, donc maintenant, il faut les hiérarchiser. C'est ça. Et j'ai dit, pour commencer, il faut créer une narrative. Créer une narrative, c'est quoi ? C'est communiquer sur la notation financière, faire de la pédagogie, que les gens comprennent ce que c'est. Et c'est en ça que j'ai compris la puissance de la communication. Je dis alors, mais comment je communique là-dessus ? Mais pour communiquer, vous communiquez, la communication, elle est adressée à qui ? C'est ça. Elle est adressée à un environnement. On revient sur la logique de comprendre son environnement. Et bien, tu vois comment c'est important. Voilà, tout s'imbrique. Comprendre son environnement, comprendre la psychologie de son environnement et de ses interlocuteurs. Nous sommes dans un pays, et dans tous les pays d'ailleurs, les gens sont animés par les cultures. C'est ça. Donc, quelle est la culture des Ivoiriens ? La culture des Ivoiriens, c'est qu'ils s'intéressent à la personne d'abord, avant de s'intéresser à ce qu'elle fait. Ah, ça c'est bien dit. D'accord. Donc, c'est ça. Ceci dit, la communication doit porter sur moi d'abord. D'abord, oui.
Et ensuite, je pourrais leur expliquer ce que je fais quand ils vont me le demander. Okay. Donc, je me suis dit, mais OK, cette communication portée sur moi, qu'est-ce qui les intéresse quand ils s'intéressent à quelqu'un? Ils aiment bien ce qui sort de l'ordinaire, ce qui les choque, ce qui suscite des ragots, ce qui suscite qu'ils vont partager l'information avec les gens. Voilà, comme on appelle ici le béret. Les bérets et tout ça. Donc, mais ça veut dire, est-ce que volontairement, du coup, tu as créé des bérets et tout ça? Ma stratégie était volontaire. Volontaire, oui. Donc, je crée un compte Facebook. Je vais à Paris. J'étais à Paris, enfin, j'avais pour un voyage à Paris. Je vais à Montmartre. Je m'assois sur une terrasse à Montmartre. J'ai un verre de vin, un cigare, les jambes croisées, les chaussettes rouges. C'est ça l'histoire des chaussettes rouges? Non, les chaussettes rouges, je les avais déjà depuis 2020. Okay. Mais je savais que les chaussettes rouges allaient les choquer. Le verre à la main, le verre et les cigares, mais sans commentaire. C'est ça. Je balance. On dit, mais lui, là, c'est qui? On dit, mais il est sérieux, lui? Ouais, il veut quoi? Et quoi que c'est lui, ceux qui fument cigare? C'est quoi ces chaussettes rouges? Non. Je vois les commentaires, ça m'amuse. D'accord. Deuxième photo. Troisième photo. Quatrième photo. On dit, mais lui, là, même dit quoi, ces chaussettes rouges, là? 2-3 commentaires sur les chaussettes rouges. Je dis, bim. Ah, donc, c'était même pas parti d'une volonté de porter des chaussettes rouges et d'être connu comme l'homme aux chaussettes rouges. Je les avais déjà. Tu les avais déjà, c'est depuis juste. Depuis 2000, je porte des chaussettes rouges. Je porte que des chaussettes rouges. 2000. Pourquoi? Bon, on va en parler. Et donc, je dis, bon, voilà ce qui les attire, ce sont les chaussettes rouges. Donc maintenant, je commençais, chaque fois que je postais des choses, je mettais les chaussettes rouges en valeur. Et j'attendais le bon moment pour commencer la pédagogie. On dit, mais lui, là, ces chaussettes, il fait quoi même dans la vie? C'est ça. 2-3 personnes ont dit ça, bam, je commence à lancer. Bloomfield Investment. Je commence à raconter ce que je fais des petites vidéos, des capsules et tout ça. Ah, donc les gens commencent à dire, mais son truc là, c'est un peu compliqué, c'est un peu sophistiqué, j'essaie de démocratiser ça, j'essaie d'être le plus simple possible, je parle dans des thèmes très simples. C'est ça. Et comme la nature sait faire des choses, j'ai créé Bloomfield en 2007, 2008, créé des subprimes. Oui, et on critique les agents de notation financière. Mais on en parle. C'est ça. Tout de même. Ma mère dit même qu'on parle mal de toi, on parle de toi. Et donc, on commence à parler des agents de notation. Et moi, tu dirais, ah ouais, on parle mal des agents de notation financière, c'est mauvais pour son business. Moi, je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein. Parce que je dis, à moitié vide ou à moitié plein, c'est la même quantité d'eau. Donc, autant le voir à moitié plein. Exact. Donc, j'ai dit, je veux rentrer dans la brèche et capitaliser justement sur le fait que les agents de notation financière soient critiqués. J'ai dit, mais justement, il faut des agences africaines. C'est ça. C'est qu'ils ont critiqué ces agences internationales. Parce qu'elles ont fait si. Voilà comment nous on fera. C'est pourquoi il faut les agences africaines. Donc, les discours commencent à prendre. On dit, nous, on va faire des notations en monnaie locale, c'est plus contextuel. Et donc, je rentre dans la brèche et j'explique vraiment ce qu'on va faire. Et j'explique. Non, on peut mettre ça juste là. On va mettre ça, oui. Je vais expliquer vraiment ce qu'on fait. Et donc, ça commence. Et je dis, bon, ça, c'est bon, là. Maintenant, deuxième chose, il faut que j'aille parler au régulateur pour voir si le régulateur veut mettre en place une réglementation. Je vais voir le régulateur. Il me reçoit 2 minutes, tellement il n'est pas intéressé par ce que j'ai dit. 2 minutes. 2 minutes seulement. Pour me dire comment... il sait ce que c'est, la notation financière, lui, parce qu'il était économiste. Mais il était... monsieur juge comment... il se disait, le petit gars du quartier... il vient, il dit, je crée une agence pendant qu'on parle de Standard & Poor's, Moody, Fitch, les grandes agences américaines. Et non, il me reçoit que 2 minutes. Je dis, mais quand je parle de sa salle de réunion, je dis, celui-là, il va me rappeler. On va revenir dans la même salle et on va parler au moins 2 heures de temps. Et c'était ça mon challenge quand je sortais de là-bas. Donc, ceci dit, je dis, quelle est ma stratégie? On revient encore à la notion de connaître la psychologie de son interlocuteur. C'est un régulateur, c'est comme un gendarme. Il veut le pouvoir, il veut tout contrôler. Donc, si je commence à noter des sociétés, à un moment donné, ça lui posera problème de savoir que je note des sociétés. Il y a des décisions financières qui sont prises par rapport à mes notes et que je ne suis pas contrôlé. C'est ça. Donc, ça lui posera problème. Mais la seule façon pour lui de me contrôler, ce serait de mettre en place une réglementation et que je sois agréé
pour pouvoir me contrôler. Donc, ça veut dire qu'il faut que je commence à avoir des clients. Premier client, port de San Pedro. J'arrive à convaincre le port de San Pedro, je note le port de San Pedro, je fais une communication tout azimut. Deuxième client, le fonds d'entretien routier. Communication tout azimuts. Troisième client, CIMAT. Bam. Quatrième client, Petro-Ivoire. Peut-être pour certains, quand tu notes, qu'est-ce que tu notes exactement sur ces entreprises? Je note la crédibilité des entreprises dans leur capacité à rembourser leurs dettes. Voilà, c'est-à-dire que si on leur prête, est-ce qu'ils seront capables d'absorber et de rembourser? Et devine qui m'appelle le régulateur. Pour dire quoi cette fois? Alors, on se retrouve dans la même salle, on discute 3 heures. Challenge. Voilà, on discute 3 heures et finalement, il décide de mettre en place une réglementation. Évidemment, il met la réglementation, mais bon, puisque je suis le premier, on discute comment ça doit se faire. Et on part sur le principe que ça doit être obligatoire. Parce que j'ai dit, bon, si vous voulez me contrôler, il faut que j'ai un marché. Ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est devenu obligatoire et je me suis fait agréer. Et donc, je suis parti des 0% à 100%. Là. Parce que là, j'ai résolu les 3 problématiques. Et c'est ce que j'inculque aux jeunes en leur disant, ne me dites pas que c'est trop difficile d'entreprendre en Afrique. Ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'il y en a qui réussissent. OK? Donc, la question que vous devez vous poser, c'est plutôt comment réussir dans un environnement qui me paraît difficile. Et là, vous avez bien posé le problème et vous trouverez les solutions. Mais je pense que c'est une bonne question à laquelle tu peux répondre. Parce que c'est une question que je voulais te poser. Déjà, tu disais qu'avant de lancer une entreprise, il faut se poser les bonnes questions. Donc, il y a plusieurs qui sont certainement salariés, d'autres qui veulent lancer un business, d'autres qui veulent lancer une entreprise. Quelles sont, selon toi, les questions très importantes à se poser avant de lancer un business, une entreprise? La première question, c'est se demander, mais pourquoi je veux créer un business? C'est la question fondamentale. Est-ce que je veux répondre à un besoin de la société? Je veux créer un job pour moi? Je le fais parallèlement? Enfin, c'est la question qu'il faut se poser, la première chose. Il faut comprendre qu'un business, on ne le crée pas comme quelque chose de parallèle. Ça marche quasiment jamais. Donc, avoir un boulot et faire un business à part, non, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. À un moment donné, il faut choisir. À un moment donné, il faut choisir. Un business, ce n'est pas une alternative à un boulot. C'est une vocation. Monter un business, c'est une vocation. Il faut embrasser le code des valeurs de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneur pour être entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelles sont les valeurs qu'il faut. C'est pourquoi il faut parler aux gens qui ont monté des business et qui semblent avoir développé ces business-là et réussi ces business. Et vous diront, c'est le courage, l'abnégation, la patience, le travail, l'humilité. Ces valeurs-là sont des valeurs cardinales de l'entrepreneuriat. Parce que vous allez traverser le désert. Voilà. Plusieurs fois. Traverser le désert, donc il va falloir être capable de vous adapter. Il va falloir être capable de supporter les regards, les mauvais langues et tout ça. Il va falloir être patient parce que ça prend du temps pour construire. Acheter une maison, c'est facile. Construire une maison, c'est moins facile. Donc, ça prend du temps. C'est un processus jusqu'à arriver à une maison qui est belle. Mais quand on commence à creuser les trous, on fait les parpaings, on les met dedans, ça ressemble à rien jusqu'à ce qu'on arrive aux gros œufs, ça commence à ressembler à quelque chose. Exactement. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Quand on pense qu'on a le caractère pour monter un business et quand on pense qu'on sait qui sera son client, comment fonctionne l'environnement, on connaît l'environnement, on connaît le secteur d'activité, on connaît le produit qu'on veut faire. On connaît on a identifié les gens avec qui on va travailler, on a identifié ses actifs, on a identifié ses capacités, ses skills et tout ça. Et quand on crée l'entreprise, on ne fait pas marche arrière. C'est ça. Voilà, c'est pas on crée l'entreprise et puis on se dit bon qu'est-ce que je fais maintenant? Non, parce que pour moi, quand on crée une entreprise, l'échec n'est pas une option.
Ah bon, on n'abandonne pas. Non, l'échec n'est même pas une option. D'accord. Parce que sinon, s'il y a la possibilité d'échouer, tu ne fais pas. C'est ça. Pourquoi tu créerais un business avec une opportunité, avec la possibilité d'échouer? Mais pourquoi, du coup, selon toi, on a 80% des entreprises qui échouent la première année? Mais parce que, justement, elles se sont pas posées les bonnes questions. Elles n'embrassent pas le code des valeurs. Et c'est certainement pour ça. Parce que dès l'instant où tu as des doutes, enfin, le doute fait partie de l'échec parce que le doute va t'emmener à abandonner. Et quand tu abandonnes, tu as échoué. Avoir des difficultés, c'est pas échouer. Quand on dit, ah, mais c'est-à-dire que tu crées une entreprise, tu fais un appel d'offres, tu ne réussis pas, tu fais un autre appel d'offres, tu ne réussis pas, mais tu n'as pas échoué puisque tu abandonnes pas. Tu continues jusqu'à ce que toi. C'est comme quand tu passes le bac. Si tu passes le bac, que tu l'as pas la première fois, tu n'as pas échoué tant que tu le repasses. Parce que l'objectif, c'est le bac. Donc, tant que tu n'as pas arrêté d'essayer d'avoir le bac, on peut pas dire que tu as échoué. On dit, tu as tenté, tu l'as pas eu la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Mais quand tu l'as eu au bout de 10 fois, tu l'as eu. Tu as le bac. Donc, pour toi, il n'y a pas d'échec, puisque tu as eu le bac. C'est ça l'objectif. Tu échoues quand tu abandonnes. Quand tu abandonnes. D'accord. Parce que quand tu as eu le bac après 10 ans, et quelqu'un qui a eu le bac au premier la première tentative, quand on vous voit, on te demande, t'as le bac? Oui, t'as le bac? Oui. Personne ne demande combien de temps ça t'a pris pour avoir le bac. Personne ne demande ça. Et vous avez eu le bac tous les deux, donc tous les deux, vous avez le bac. Mais si tu as abandonné, et que tu allais faire autre chose, on dit, mais est-ce que toi, tu as eu le bac? Non, tu as échoué au bac. C'est à ce moment-là que tu as échoué au bac. Mais tu n'as pas échoué au bac parce que tu ne l'as pas eu quand tu l'as tenté. Tant que tu le retentes, tu n'as pas échoué puisque l'objectif, c'est le bac. L'objectif, c'est pas de l'avoir la première année, c'est le bac. Donc, si tu ne l'as pas, que tu tentes la deuxième année, tu dis, ah, mais j'ai échoué l'année dernière. Non, tu n'as pas échoué. Tu as tenté l'année dernière, tu ne l'as pas eu. Tu retentes. Voilà. Mais tu n'as pas échoué. Donc, plusieurs abandonnent certainement parce qu'ils n'ont pas une vision claire de ce qu'ils veulent faire. Si tu abandonnes, tu échoues. Tu échoues, ok. Et quand on parle d'entrepreneuriat en Afrique, je pense qu'on l'a vu même lors d'un récent panel, une récente conférence, plusieurs entrepreneurs diront que leur principal défi, c'est le financement. Moi, j'entends ça tout le temps. Ah, je peux pas réussir parce que j'ai pas le financement. Le gouvernement devrait nous accompagner. On n'a pas le financement, on n'est pas accompagné. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Est-ce que le financement est réellement le réel problème? La première chose déjà, c'est si tu penses que ton échec est la faute de quelqu'un d'autre. Enfin, ton incapacité à réaliser ton projet est la faute de quelqu'un d'autre. Ok, fine. Tu as trouvé le bouc émissaire. Mais est-ce que ça résout ton problème? Non. Non, il faut que les gens arrêtent de chercher de bouc émissaire. Parce que trouver un bouc émissaire, ça te crée de la satisfaction. Tu te dis, si c'était moi, j'allais réussir. Mais comme c'est l'État qui veut pas que je réussisse, donc c'est normal que je réussisse pas. Tu t'auto-satisfais, mais tu n'avances pas. Non. Je pense très sincèrement que le financement est quelque chose de secondaire. D'accord. Wow. Le premier financier d'un entrepreneur, c'est son client. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on ne peut pas démarrer un business avec rien du tout. Donc, si tu n'as rien, c'est que tu n'es juste pas prêt pour monter un business. Si tu veux monter un business, il faut que tu aies quelque chose. Ça veut dire que c'est des choses qui se préparent. Exact, oui. Tu vas économiser pour pouvoir monter un business. Mais les fonds d'amorçage viendront de toi. Et pour pouvoir avoir un client, il va falloir faire tes preuves. Et quand tu as un client, tu as un deuxième client, tu as un troisième client. Les financements, en réalité, c'est pour développer le business. C'est pas pour créer le business. C'est pour développer le business. Mais on développe un business qui a déjà atteint une vitesse de croisière. Exactement. Mais c'est votre responsabilité en tant que chef d'entreprise de mener votre entreprise du début jusqu'à la vitesse de croisière. C'est pourquoi on parle de love money. Trouver des gens, des amis ou des parents qui veulent mettre de l'argent dedans et tout ça. C'est pourquoi on parle de love money. Convaincre, par exemple, tes parents de cotiser pour te mettre des fonds à disposition, des amis et tout ça. Ça, c'est le love money. Les banques ou les institutions financières n'interviennent qu'à un moment donné où on pense que tu as atteint la vitesse de croisière, maintenant tu peux te développer. OK? Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc, l'argent
évidemment, viendra après. Mais on ne peut pas... tu dis que tu veux être entrepreneur. Personne ne l'a dit, c'est toi qui as dit. C'est ça. Montre que tu es capable de le faire, déjà, pour que les gens te suivent. Mais tu n'as fait aucune preuve et tu te plains qu'on ne te fait pas confiance. Et tu te plains qu'on ne peut pas te financer. Mais on ne te fait pas confiance parce que tu n'as rien prouvé, naturellement. Il faut prouver d'abord pour qu'on te fasse confiance. Parce que les gens qui vont te prêter l'argent, et d'ailleurs, l'État ne donne pas l'argent. Enfin, l'État a pas l'État que l'argent collecte. L'argent que l'État collecte, c'est pas pour lui, c'est l'argent des citoyens, c'est pour un objectif précis. Exact. C'est pas pour donner aux gens. Pourquoi toi, on te donnerait l'argent des autres? Et pourquoi on ne leur donnerait pas ça à eux aussi? Non, les gens prêtent l'argent. Mais quand on prête, c'est du business, c'est pas de la solidarité. Donc, si je te prête, c'est parce que je sais que tu pourras me rembourser avec intérêt. Mais si j'ai pas confiance en toi, parce que tu as rien prouvé, je te prêterai pas l'argent. Donc, l'argent viendra après. Il faut s'arranger comme on peut ou comme on veut pour monter son business au départ. Ceci dit, vous pouvez pas avoir un business plan d'un business d'1 milliard pendant que vous avez 1 million. Exact. Voilà. Donc, commencez. Vous pouvez avoir peut-être dimensionner un business d'1 milliard, mais il y a plusieurs étapes. Comment, avec 1 million, j'arrive à poser des actes qui pourront donner l'impression aux gens ou motiver les gens à croire ou à comprendre que je pourrais arriver à ce business d'1 milliard et puis pourront éventuellement m'accompagner. Qu'est-ce que j'aurais mis en place déjà pour ça? Donc, on peut pas dire j'attends d'avoir 1 milliard pour monter mon business. C'est totalement insensé. Absolument. Donc, voilà, donc du coup, ce que tu conseilles, c'est les premières années d'un business, même si après on veut lever des financements plus importants, c'est déjà de prouver. C'est déjà de prouver. Et on vous financera que si on pense qu'on aura un retour sur investissement, parce que c'est un investissement que vous voulez que les gens fassent. Donc, s'ils savent qu'ils voient, parce que vous avez prouvé déjà que vous êtes capable de développer votre business, que vous êtes structuré, organisé, et que vous avez ce qu'il faut pour réussir, oui, à ce moment, ils vont vous suivre. Okay. Mais s'ils n'ont pas ces certitudes, non. Ils vont pas suivre. En tant que financier, quels sont les critères que tu regarderais dans une entreprise ou un business pour investir dans ce business? Alors, on parle d'investissement maintenant. La première chose, c'est le caractère du porteur de projet. Parce que tout va dépendre de lui ou d'elle. Caractère du porteur de projet. Qu'est-ce que tu regardes dans le caractère? Qu'est-ce que tu recherches? La rage de vaincre, l'envie de réussir, l'éthique, la structuration et la cohérence des idées et de la stratégie. Voilà ce que je regarderai. Tout le reste, si je veux rentrer dans un business en equity, je peux l'accompagner. C'est vrai. Mais il faut que ces personnes-là aient ces bases-là d'abord. Mais tu vas rencontrer la personne peut-être en 1 fois ou 2 fois. Comment tu arriverais à décider tout ça? Ça suffit largement. Une conversation, une conversation, ça suffit. Une conversation, ça suffit largement. On peut pas prétendre qui on est. Exact. Dans une longue conversation. C'est quasiment impossible. Et tu parles de branding. Est-ce que ici en Afrique, pour réussir en tant qu'entrepreneur, faut savoir se brander? Mais c'est ce que je disais au départ. C'est ça. Et comment le faire? Il faut savoir. Tu veux un peu d'eau? Il y a de l'eau juste derrière. Ouais, il faut savoir se brander. C'est extrêmement important. Vous savez, ceux qui disent ah non, j'ai pas envie de me faire avoir. Ouais, mais d'accord, mais reste dans ton coin et puis tu fais rien pour pouvoir accomplir. Enfin, pour que les gens s'intéressent à ce que tu fais, pour que les gens achètent ton produit, faut que les gens sachent qui est derrière, que les gens sachent qui c'est qui fait ça. Mais si tu n'as pas envie de te montrer, t'as pas envie de te montrer, tu réduis ta capacité à réussir ton business. Je sais pas, pendant qu'on parle, j'essaie de regarder dans le monde qui a réussi un business sans qu'on ne le voit. Mais non, nulle part. Encore moins en Afrique. On veut voir un visage, on veut voir une personne, on veut voir un nom, on veut voir un caractère. Mais comment bien se montrer alors? Parce que si nous sommes dans une société où l'image compte énormément, en Afrique c'est clair, et moi je l'ai vu quand je suis revenu. Moi j'ai vécu à Dubaï quelques années, donc c'est t-shirts, c'est sandales, même parfois à l'entreprise.
Donc, quand je reviens en Côte d'Ivoire, je me rends compte que tout est sur l'image. Il faut bien se présenter, il y a des choses qu'il faut porter, il y a des choses qu'il faut avoir. Quand vous allez à Rome, il faut faire ce que les Romains font. Exactement. C'est connaître son environnement, connaître les codes et s'y adapter. C'est ce que je disais au départ. Il faut connaître son environnement. Il faut savoir comment les gens réagissent avec un gars qui vient voir un ministre en t-shirt. Comment le ministre va réagir? Est-ce qu'il va bien réagir ou mal réagir? Est-ce qu'on va le laisser entrer même d'ailleurs? C'est ça. Voilà. C'est de savoir ça. Si vous ne savez pas ça, évidemment, vous aurez du mal. Ok. Je vais te montrer une petite image. Bon, on en a déjà parlé. Il y a quelques petites surprises. On ne va plus prendre trop de temps. Une surprise rapide. Bon, je pense que tu as déjà raconté l'histoire ailleurs. On a commencé déjà, voilà. Pourquoi les chaussettes rouges? Exactement. Puisque tu dis que tu en portais déjà depuis... Alors, les chaussettes rouges s'appellent les cardinals. Cardinal. Ouais, non. Ok. Ça te fait penser à quelque chose, les cardinals. C'est ça. D'accord. Alors les cardinaux de l'Église catholique portent des chaussettes rouges. Mais on ne les voit pas parce qu'ils ont des soutanes. D'accord. Alors moi, je suis allé au Vatican en 2000, visiter la cathédrale Saint-Pierre. Et je parlais un peu avec des cardinaux, tout ça. Je me suis rendu compte de la puissance des cardinaux dans l'Église catholique. Ils sont extrêmement puissants, les cardinaux. Et donc fasciné par tout ça, je vais m'asseoir dans un café et je ressasse un peu tout ça. Et je vois 2 cardinaux qui arrivent à moi en train de murmurer, donc tu n'entends pas vraiment ce qu'ils disent. Ils s'asseyent à côté de moi, ils croisent les jambes tous les deux, bam, les chaussettes rouges. Je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment l'incarnation du pouvoir. Du pouvoir. Du pouvoir discret, de la passion contrôlée, de la force. Et je me suis dit, en plus, c'est du style. Il faut que je me prenne des chaussettes rouges. Donc, je vais dans le premier magasin et je demande à la vendeuse, est-ce que je pourrais avoir une paire de chaussettes rouges? Elle dit, ah, vous voulez les cardinals? Ah bon, il a compris tout de suite. Je dis, ah, ça s'appelle les cardinals. Elle dit, d'accord. Oui. Je dis, ok, donnez-moi 5 alors. Oh. Et depuis ce jour, je porte que des chaussettes rouges. Et alors, aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes porter des chaussettes rouges. Et je ne suis pas le premier à avoir porté des chaussettes rouges, sauf que je suis peut-être le seul à les porter tous les jours. C'est ça, tous les jours. Tous les jours. J'en ai pas, j'ai pas d'autres couleurs de chaussettes de toute façon. Et d'en faire un symbole. Et donc, alors, je suis très content quand je vois les jeunes porter des chaussettes. Si tu sors, tu verras mon chauffeur porter des chaussettes rouges. Pourtant, je dis à personne. Hein. Au bureau, tous les jeunes portent des chaussettes. J'ai jamais dit à personne. Mon gardien porte des chaussettes rouges. J'ai jamais dit à personne de porter des chaussettes rouges. Il les porte volontairement. Mais ce que je retiens, c'est que et j'ai demandé à des jeunes à Paris, mais des jeunes banquiers, mais vous portez des chaussettes rouges. Ils disent ouais, mais quand on porte des chaussettes rouges, ce n'est même pas dans une logique de style vestimentaire. Non, quand on porte des chaussettes rouges, on a l'impression d'être standardisé avec les valeurs qui vont avec. Waouh. C'est fort, ça. C'est fort, oui, tout à fait. Fort, ça. Mais du coup, les chaussettes rouges t'ont peut-être poussé à développer les valeurs que les cardinaux avaient en les portant. Bon, non, je pense que... tu les avais déjà et tu voulais les... Ouais, je pense que j'avais déjà... Enfin, mon père était militaire. J'avais j'avais un caractère qui a été développé dans cette éducation de militaire strict et d'être toujours fort, et toujours courageux, toujours résilient et tout ça. Ouais. Et donc ça a développé ça. Et non, mais c'est surtout la subtilité de la puissance. C'est ça. Avec les chaussettes rouges. Parce que les chaussettes, pourquoi c'est les chaussettes carrées pourquoi le rouge? Quand je dis le rouge, incarne aussi l'humilité. On s'est dit non, mais c'est trop, c'est trop visible. Comment? Je dis non, mais c'est visible que quand je suis assis. Quand je suis debout, vous voyez pas mes chaussettes rouges. Parce que c'est une forme de pouvoir caché. La deuxième chose, c'est que ce sont des chaussettes, on marche dessus. C'est ça. C'est une preuve, c'est une forme d'humilité. C'est pas une chemise, c'est pas un pantalon, mais c'est une chaussette, on marche dessus la chaussette. Un symbole d'humilité. Et tout ça, c'est incarné dans les chaussettes rouges. Enfin, j'ai fait ressortir ça, moi, dans ma compréhension des chaussettes rouges. Et donc, c'est pourquoi je suis content de voir quand les jeunes portent des chaussettes rouges. Quand je dis mon chauffeur, quand on sortira, tu verras, il a porté des chaussettes rouges. Est-ce que lui aussi se voit
dans ce caractère-là, tu vois. Ok. Mais est-ce que pour réussir son branding, du coup, il faut avoir un signe distinctif comme ça? Absolument. Absolument. Il faut avoir un signe distinctif, quelque chose qui vous distingue des autres. C'est ça. Et c'est en ça que votre branding devient très puissant, parce que ça vous distingue des autres. Des autres, oui. Vous pouvez avoir un branding qui est cool, mais qui ressemble à d'autres gens, mais ça vous distingue pas spécialement, mais ça, quand même, vous fait apparaître comme quelqu'un, vous fait connaître, vous fait... vous ouvre si vous voulez, un network et tout ça. Mais quand c'est un signe distinctif, ça vous met dans une autre catégorie. D'accord. Et c'est quoi les conseils que tu peux donner? C'est quoi? Est-ce qu'on doit penser à des lunettes? On doit penser ça. En fait, ça peut être tout. Ça peut être tout. C'est juste que faut que ça vous définisse aussi. Parce que faudrait pas que ce soit quelque chose qui paraisse incongru. Faut que ça vous définisse. Je pense que les chaussettes rouges, quand on me voit les chaussettes rouges, ça me définit. Exact. Pour ceux qui me connaissent. Voilà. Donc, faudrait que ce soit quelque chose qui vous définisse, quoi. Ouais. Ok. Ah, ça, c'est une très belle histoire. Bon, on va chercher un signe distinctif pour bientôt. On va parler un peu de retour en Afrique. Toi, tu vivais dans la diaspora, la France, les États-Unis et tout. Selon toi, quelles sont les choses qui peuvent faire que certains vont réussir leur retour en Afrique? Parce qu'il y en a plusieurs, et moi je parle énormément de retour en Afrique. Je suis revenu vivre en Côte d'Ivoire depuis Dubaï il y a 3 ans et demi. Et il y a beaucoup qui viennent et qui repartent. Déjà même avant, parce qu'ils n'ont pas bien fait leur plan, il y a eu quelques soucis. Et il y a d'autres même qu'il faut convaincre de revenir en Afrique pendant qu'ils sont dans la diaspora. Bon, moi je trouve ça un peu aberrant, mais il faut voir. Donc selon toi, quelles sont les clés pour pouvoir effectuer un retour réussir en Afrique? Alors, il faut distinguer les gens de la diaspora. C'est ça. Il y a ceux qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui en réalité ont une culture européenne ou une culture américaine, pour lesquels le retour n'est pas quelque chose de systématique, n'est pas quelque chose de normal. En fait, pour eux, revenir, c'est quitter leur environnement normal pour aller dans un nouvel environnement qu'ils ne connaissent pas, qu'ils vont découvrir. C'est ça. Mais quand vous partez après le bac, ou vous partez au lycée, vous êtes né en Afrique, même si vous partez à 10 ans, 11 ans, revenir en Afrique, c'est ce qui est normal. En fait, surtout si vous êtes allé pour faire des études. Enfin, je dis, revenir en Afrique, c'est ce qui est normal. Donc, je veux dire, on n'a pas besoin de te supplier pour ça. Donc, tu ne reviens pas à l'aventure dans ton propre pays. Tu reviens dans ton pays, c'est ce qui est normal. Parce que là où tu es, c'est là où tu as l'aventure. C'est ça. Donc, pour moi, la question ne se pose même pas. C'est une question de volonté. Donc, tous ceux qui racontent, bon, mais moi, je sais pas, c'est des histoires. Ils n'ont pas envie de venir. Ils n'ont pas envie de venir. Je veux dire, on peut pas forcer quelqu'un à revenir en Afrique. S'ils estiment qu'ils sont bien là où ils sont, comme le musulman dit, Alhamdulillah. Non, je pense que c'est un faux problème. Pour moi, c'est un faux problème. Quand je vais expliquer aux jeunes de rentrer, je leur explique le potentiel de l'Afrique, les avantages qu'ils auront en Afrique, ce qu'ils pourront réaliser en Afrique, qu'ils pourront jamais réaliser en Europe, de par leur origine. C'est ça. C'est ce qu'il faut se dire, la vérité. Vous allez être là-bas, vous allez avoir les nationalités, si vous voulez, vous ne serez jamais considéré comme un local. On l'a vu. Donc, si vous avez un choix à faire, si c'est vivre dans la frustration et qu'on va vous rappeler toujours que vous êtes africain, quand vous donne un job, on vous donne l'impression qu'on vous fait une faveur, quand on vous donne un marché, on vous donne l'impression qu'on fait une faveur, vous pouvez vivre comme ça. Pour moi, c'est vivre avec une frustration psychologique qui peut peser sur sa santé mentale. Ou alors aller dans un environnement où on ne vous distingue même pas des autres. C'est ça. Vous êtes comme les autres et vous avez plus d'opportunités. Et où vous aurez un avantage significatif, c'est que vous avez une double culture. Donc, ce qui vous enrichit plus et qui fait que vous allez certainement prendre le bon côté de là où vous venez et venir l'appliquer à votre africanité et puis réaliser des choses extraordinaires. Maintenant, c'est un choix. Moi, quand j'ai décidé que moi, c'était normal de revenir. Il n'y a même pas des questions. Même. Et j'ai décidé, un jour, j'étais à la Banque mondiale, j'ai travaillé à la Banque mondiale, je suis sorti de la banque, et il faisait froid, et je suis allé manger, et j'ai senti cette solitude-là. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? 2 semaines après, je suis rentré définitivement. Comme ça? Comme ça. J'avais pas de boulot qui m'attendait, rien. Il y avait quand même des assets que tu avais ici qui te généraient de l'argent? Non. Ça, c'est autre chose. Non. Ce que je veux dire, c'est que quand je décide de venir, moi, c'est parce que je me dis, j'ai économisé suffisamment. D'accord. Mais ceci dit, quand
contre, la volonté de rentrer et s'organiser pour rentrer sont deux choses différentes. Ceux qui viennent, quand vous venez, c'est que vous avez décidé de rentrer pour rentrer, mais ceux qui viennent avec un billet aller-retour. Avec une possibilité de repartir. Exactement. Quand vous venez avec une possibilité de repartir, vous finissez par repartir. Quand vous venez avec un billet aller simple, quand c'est dur, vous restez quand même pour vous battre. C'est ça. Parce que c'est dur partout, sauf que les difficultés sont différentes. C'est ça. Mais... Être sujet des racismes, hein, c'est dur. Vous prenez le métro, vous avez des belles routes, des beaux immeubles, c'est ça, mais on vous traite comme un moins que rien. Je suis désolé, quoi. Ça aussi, c'est une difficulté. Vous venez ici, on vous traite comme un king, sauf qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de métro, c'est ça. Mais bon, ce sont des difficultés aussi. C'est ça, mais... Donc maintenant, c'est à vous de choisir vos difficultés. On choisirait la difficulté avec le meilleur retour sur difficulté, si on peut dire. Moi, je préférais, pour rien au monde, sauf si je suis contraint, je choisirais de vivre ailleurs qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que je me sens bien sur ce continent. Je suis afro-optimiste. Je pense qu'on a un potentiel extraordinaire en Afrique. On a une intelligence que les gens jalousent. C'est pourquoi tout le monde est contre les Noirs. Tout le monde entier est contre. Pourquoi on est contre les gens généralement quand on les jalouse. C'est ça, qui ont du puissance. Tout le monde est contre les Noirs. Mais chaque fois qu'on donne l'opportunité aux Noirs, ils excellent. Que ce soit dans la science, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la finance, ils excellent. Ma vraie difficulté, c'est que tous les Africains n'ont pas conscience de leur force. On n'a pas encore pris conscience de notre vrai potentiel et de se mettre ensemble et travailler et s'organiser et emmener l'Afrique là où les Africains veulent que l'Afrique arrive. On ne se compare à personne. On va établir nos propres objectifs et les atteindre. Mais il va falloir s'organiser. Aujourd'hui, il est extrêmement important que les Africains comprennent que la logique de mutualisation va leur permettre plus facilement d'arriver à leur objectif. Cette logique de souveraineté, il faut qu'on la mette de côté pour l'instant. Donc tu es pour une Afrique unie, mais absolument. Les États-Unis d'Afrique, on dirait. Pour moi, les États-Unis d'Afrique, ce serait un rêve extraordinaire pour les Africains. Une seule monnaie, un seul drapeau, ok, avec peut-être des drapeaux d'États, comme une fédération avec des États, mais un seul drapeau africain, les États-Unis d'Afrique. On a tous ce rêve-là. On a tous ce rêve qui est tellement sensé, mais on se demande quels sont les blocages. Pourquoi aujourd'hui les Africains... L'ego des leaders. L'ego des leaders. C'est ça. Tout le monde veut qu'on l'appelle président. Ce que je veux dire, si tu es gouverneur, tu n'es pas président. C'est ça. Donc, il faut que tu sois... Je préfère être président. Il n'y a aucun chef au-dessus de toi. Ceux qui croient en Dieu, il y a Dieu au-dessus d'eux, mais sur terre, il faut qu'ils soient les chefs. Et c'est dommage parce que l'Afrique ne bénéficie pas de tout son potentiel. Pourquoi l'Afrique est autant exploitée par les Occidentaux? Mais parce que les Africains sont divisés. C'est pourquoi on arrive à les exploiter. C'est parce qu'ils sont divisés. 54 pays ensemble, je ne sais pas qui peut vraiment nous menacer, qui peut nous intimider. 54 pays en un seul pays, comme les États-Unis, 50 pays. En réalité, c'est 50 pays les États-Unis. Donc 54 pays, enfin, je veux dire, on a tout ici. On a tout. Maintenant, c'est une question d'organisation, de structuration et de mutualisation de nos forces. Et ça, j'arrête pas à le dire à qui veut l'entendre. Il faut que les Africains apprennent à mutualiser leurs forces et leur intelligence pour atteindre les objectifs qui vont se fixer eux-mêmes, pas par rapport aux autres, par rapport à leur agenda d'indépendance, à leur agenda de renforcement de leur capacité de défense et de leur capacité de se déployer également. Exact. Ouais. C'est vraiment ce qu'il nous faut. Mais malheureusement, comme on ne voit pas ça venir, et puis on n'a pas l'impression que c'est dans l'agenda de nos leaders, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire aujourd'hui pour profiter? C'est ce qu'on inculque aux jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que les jeunes Cette logique de travail. Je dis aux jeunes, tu es Gabonais, tu n'es pas obligé de rentrer au Gabon quand tu rentres en Afrique. Tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Tu es Sénégalais, tu peux rentrer au Gabon. Tu es Ougandais, tu peux rentrer en Afrique du Sud, ainsi de suite, quoi. Voyez
le continent comme une seule place où vous voulez partir. Ne voyez pas, sortez de cette logique de pays. Commencez à penser Afrique. Arrêtez de penser pays. Pensez Afrique, pensez Afrique. Vous allez voir que vous allez créer une tendance et cette tendance va devenir travailler ensemble entre Africains, baisser les barrières. Comment nous avons l'Union africaine, l'Union européenne, tous les citoyens de l'Union européenne voyagent dans l'Union européenne sans visa et pas les citoyens de l'Union africaine. Vous voyez un problème. Sauf dans des cercles comme l'UEMOA, la CEMAC. La CEMAC, c'est même récemment qu'ils ont commencé à libérer. Non, enfin, je veux dire, c'est difficile dans ces conditions de travailler. Si moi, aujourd'hui, on m'appelle, on me dit, écoute, il y a une réunion demain à Yaoundé pour tel business, je ne peux pas. Parce que je dois aller chercher le visa. Certains pays africains l'ont compris, comme le Rwanda, le Kenya, tout ça, où le visa se fait sur place. En réalité, c'est même pas un visa, c'est un paiement d'entrée. C'est ça. Ce n'est même pas un visa, ça. C'est un paiement d'entrée. Parce qu'on prend juste votre passeport et vous payez. Voilà. C'est une taxe d'entrée. Voilà. C'est ça. Les taxes d'entrée, ça me pose pas de problème parce que ça peut créer des revenus, c'est normal. Mais les visas, aller déposer son passeport 1 semaine, 2 semaines, enfin, la réunion, elle est déjà terminée, hein. Donc, ça limite les opportunités. Non, mais ça limite les opportunités entre Africains. Nos monnaies ne africains. sont pas convertibles. C'est voilà. ça. Tu veux acheter quelque chose au Ghana, il te faut passer par le dollar. Tu veux acheter quelque chose au Cameroun, il te faut passer par le dollar. Nos monnaies ne sont pas converties. Tout ça, ça nous limite. C'est ça. Nos marchés des capitaux sont cloisonnés. On ne peut pas être ici à emprunter au Ghana, ou emprunter au Cameroun, ou emprunter au Rwanda. Mais c'est aussi une volonté des Occidentaux que ça se passe comme ça. Oui, mais on n'a pas besoin d'accuser qui que ce soit. Il faut Ouais. qu'on s'organise. Est-ce qu'on est obligé d'accepter ce qu'ils nous demandent de faire? Ouais. Il faut qu'à un moment donné, on arrête d'accuser les autres. Vous, ce qui vous arrive, c'est ce que vous laissez vous arriver. C'est simplement. Donc pour moi, je ne suis pas une victime. Je suis une victime de personne. Je ne serai jamais une victime de personne. Et donc je n'accuse personne de ce qui m'arrive. Mon père m'a dit, ce qui t'arrive, c'est parce que tu as laissé. C'est parce que tu as permis que ça arrive. Que ça arrive. Donc arrête de te plaindre de celui-ci t'a fait ça, celui-ci t'a fait ça. Il faut prendre ses responsabilités. Tu prends tes responsabilités. Ok. Si tu as eu une fois, bah, il ne t'aura pas la deuxième fois. Voilà. Quelques questions des gens de la diaspora qui, quand elle veut venir investir, elle se pose. Première question, est-ce qu'il y a des pays en Afrique dans lesquels il est plus intéressant d'investir? Deuxième question, quelles sont les opportunités ou les secteurs dans lesquels investir? À qui il demande en fait? C'est les gens ouais, mais à qui qui sont à la il diaspora. demande? À toi? À moi? Oui. Selon toi, alors, est-ce que quand non, tu fais des c'est-à-dire qu'en notations fait, pays, ouais. oui, je veux dire, tous les pays ont des opportunités. C'est ça. Tous les pays ont des risques et tous les pays ont des taux de retour sur investissement. Donc l'investisseur se pose 3 questions. Quelle est l'opportunité d'investir dans le pays? Quel est le retour sur investissement auquel je veux m'attendre? Et quel est le risque de perdre mon capital? Il faut lire les analyses qui sont faites sur le pays. C'est ça. Parce que, bon, je veux dire, nous, on fait beaucoup d'analyses. Ils peuvent toujours nous consulter. Il faut lire les analyses. On fait des analyses économiques. On établit les cartographies de risque. Là, je ne peux pas citer des pays. Il n'y a, voilà. a pas un top 3 de pays dans lesquels, non, vers lesquels se tourner. Tous les pays sont ont des opportunités. La ça. Côte d'Ivoire a des opportunités. Le Sénégal en a. Le Bénin en a. Il y a des pays comme le Bénin qui sont en train de vraiment bien se structurer, s'organiser. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça. Il faut que l'environnement soit structuré. Le Rwanda, ils sont structurés. Le Botswana, ils sont structurés. Il y a des pays qui, comme ça, de prime abord, sont structurés. Maintenant, il faut regarder les opportunités. Donc, pour chaque pays où on a envie de partir, il faut regarder. Il faut regarder et pouvoir répondre à ces 3 questions-là. Quelle est l'opportunité d'investir? Quel est le retour sur investissement? Et quel est le risque de perdre son capital? Donc, c'est regarder l'environnement des affaires, le système judiciaire, tout ça. Tout ça, c'est pourquoi c'est important les informations. Il faut lire, il faut s'imprégner des informations. Nous faisons des analyses. Nous faisons des analyses économiques, sectorielles, économiques pays, des analyses financières. Donc, ils peuvent consulter des agents spécialisés comme nous pour pouvoir avoir les informations avant de prendre des décisions d'investissement encore. Ouais. Ok, ça c'est génial. Est-ce qu'il y a des secteurs à privilégier? Il y a d'autres à peut-être... Alors, l'avantage de l'Afrique, c'est que tout est à développer. Tous les secteurs. Maintenant, il faut regarder les secteurs qui sont les mieux organisés en termes de loi, en termes de réglementation, en termes d'industrie, enfin
si vous voulez, de réalisation déjà faite et tout ça. Il y a des secteurs qui sont matures, comme par exemple le bâtiment. Il y a des secteurs qui sont moins matures, comme l'agro-business ou l'agriculture. Et il y a les secteurs de services, par exemple, les télécoms et tout ça sont matures. Donc, il y a des secteurs matures, des secteurs moins matures, mais tous les secteurs d'activité sont attractifs parce qu'il y a tout à faire. Maintenant, quand on vient, un premier temps, si on a un goût du risque qui est faible, on va aller dans des secteurs qui sont les mieux structurés. Si on a un goût du risque plus élevé et on cherche un retour sur investissement plus élevé, on ira dans l'agriculture où on pense que c'est moins structuré. En Afrique, pour l'instant, dans beaucoup de pays, c'est moins structuré, où on peut révolutionner les choses. Il faut que les gens cherchent à révolutionner les choses. C'est ça. Il ne faut pas que les gens soient dans une logique attentiste. J'attends que quelqu'un fasse et moi, je viens maintenant. J'attends que quelqu'un crée l'écosystème et je viens. J'attends que quelqu'un crée l'opportunité et je viens. Non, il faut que les Africains apprennent à être des pionniers. Il faut que les Africains apprennent à être ceux-là qui vont créer justement les opportunités. N'attendez pas, il ne faudrait pas qu'ils attendent que d'autres gens créent les opportunités. Maintenant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de RIPAT qui justement créent des structures pour répondre aux problématiques, aux inquiétudes des diasporas, parce qu'eux aussi sont de la diaspora. C'est ça. Et voilà. Et donc, il faut chercher, ça existe. Aujourd'hui, les terrains, par exemple, je connais quelqu'un qui a créé une structure qui, elle, achète les terrains et les revend aux gens de la diaspora. Je pense qu'on est la même personne. Voilà. Voilà. Donc, il y a toujours des opportunités. Mais le plus important, c'est de venir sur place. OK. Et quels sont tes conseils pour toute personne qui vient sur place? Question... C'est d'apprendre si ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus, d'apprendre à reconnaître, à se reconnecter psychologiquement, reprendre la sensation, ressentir la sensation de l'environnement, rentrer en feeling avec l'environnement, rencontrer les gens, networker, c'est important aussi. S'organiser et voilà, une visite comme ça de 2 semaines, 3 semaines, parler avec tout le monde, on regarde, on observe, on pose des questions et tout ça, et ça permet d'avoir une idée plus ou moins claire de comment évolue l'environnement, quoi. OK. On tend vers la fin. Une question que tout le monde se pose, c'est de se dire, avec la carrure que tu as, avec tout ce que tu as réalisé, pourquoi tu ne fais pas de politique? Alors, je pense que c'est une question que tu reçois parfois. C'est juste parce que les gens définissent mal la politique. Parce que la politique, c'est pas être élu ou être ministre ou être président. La politique, c'est la gestion de la cité. Et tout le monde participe à la gestion de la cité. Alors moi, je suis à la tête d'une agence de notation financière. On influence les politiques publiques, on influence les décisions d'État, les décisions d'investisseurs et tout ça qui sont des acteurs de la cité. Donc on fait de la politique. C'est juste qu'on ne fait pas de la politique politicienne, si c'est ce que les gens veulent le penser. Mais je crois en mon destin et je pense que mon destin il est déjà écrit. Donc ce que Dieu a décidé que je ferai pour le reste de ma vie, je le ferai de toute façon. De toute façon. Donc si ça, c'est prévu, ils le sauront au moment où Dieu aura décidé que c'est prévu et que je dois le faire. Donc, aujourd'hui, je pense que ce que je fais apporte énormément à l'Afrique. Je suis très content de ce que je fais. Je suis très content de la collaboration que j'ai avec les différents États, de l'importance de ma mission, de l'importance de mon travail. Et je ne suis pas en train d'anticiper sur mon destin ou sur mon futur. J'évolue. Je continue à impacter les jeunes qui veulent rentrer en Afrique, qui veulent même rester en Europe, développer leur carrière, développer ce mindset africain avec une connexion avec l'Afrique, donner de plus en plus confiance aux Africains sur ce qu'ils peuvent faire, décomplexer les Africains, déconstruire la narrative coloniale et reconstruire une narrative africaine. Et tout ça, c'est tellement de choses à faire, excitantes et palpitantes, que je suis mon destin. Il y a toujours des chapitres qui s'ouvrent que je trouve intéressants. Là, je viens de créer Bloomfield Intelligence, donc qui est un cabinet d'intelligence économique dont l'objectif est de contextualiser l'analyse économique, sociale, culturelle et financière. Et c'est extraordinaire. Donc, tout ça contribue à influencer les décisions politique, privée et tout ça. Donc, je fais de la politique en réalité. Mais ce serait pas
Une exception de te voir devenir demain ministre, président, tout ça. Écoute, demain, quand ça arrivera, on verra. On verra. OK, dernière question, et puis c'est bon. On a un vrai souci de gestion d'argent dans notre communauté. Malheureusement, on voit des personnes qui soit vivent au-dessus de leurs moyens, ou ne savent pas gérer, ne savent pas épargner et tout. Donc, plusieurs personnes, quand j'ai dit que j'allais te rencontrer, voulaient savoir comment M. Zézé gérait son argent. En pourcentage, est-ce que tu fais des investissements spéciaux, ma femme me demande ça des fois. Elle dit, mais je n'arrive pas à comprendre comment tu arrives à économiser autant d'argent. C'est ça. Et je dis, parce que on décide d'épargner. Exactement. Épargner, c'est pas le reliquat de nos dépenses. C'est pas le reliquat de nos revenus après nos dépenses. Non. Épargner, c'est une décision d'investissement en réalité. C'est une décision stratégique d'ailleurs. C'est de dire, je touche 1 million. Chaque mois, j'économise 300 000. Donc, on décide d'économiser cette somme. Donc, je vis sur 700 000. J'économise 300 000, je vis sur 700 000. Donc, toute ma programmation des dépenses va se faire sur les 700 000. Il faut avoir une force de caractère. C'est extrêmement important. On ne touche pas aux 300 000. OK? C'est ça, épargner. Dans épargner, déjà, c'est une décision stratégique. Épargner, c'est pas... Ah, j'arrive pas à épargner parce que toutes mes dépenses bouffent mon salaire. Non. Donc, ça veut dire que quand on a décidé ça, il y a des dépenses qu'on va réduire. Voilà. Il y a des gaspillages qu'on va réduire. D'ailleurs, ça vous permet de vous structurer. C'est-à-dire que ça vous permet de vous structurer. Ça, c'est extrêmement important. Si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pourrez pas épargner. Maintenant, la gestion de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent l'habitude de faire des budgets. Il faut qu'ils prennent l'habitude de se dire, par mois, voilà ce que je dépense, voilà ce dont quoi j'ai besoin. Et ajuster le budget. C'est de dire, bon, je vais 4 fois par mois au restaurant, est-ce que c'est nécessaire? Parce que ça bouffe déjà 150 000 dans mon salaire. Est-ce que c'est nécessaire? 2 fois, c'est autant bon que 4 fois. Pourquoi je vais au restaurant? Je veux une petite vie sociale avec ma femme, par exemple. Voilà. Donc, je veux dire, au lieu d'aller au restaurant, on peut faire le restaurant à la maison. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que, bon, on dit aux enfants, allez passer les vacances, allez passer le week-end chez les grands-parents. Et puis, je suis le chef, par exemple, ou ma femme est la chef, on prépare, et c'est même plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Et vous réduisez. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas investi, c'est la même nourriture que vous allez manger, là. Mais vous mettez un peu d'artifice. C'est ça. Et voilà. Et vous avez économisé l'argent du resto. Donc, c'est être ingénieux, c'est être créatif. Aussi. Mais être toujours, c'est-à-dire conscient des dépenses. C'est que toujours, est-ce que c'est important pour moi d'acheter ça? Je veux acheter une montre. Est-ce que c'est important, là, aujourd'hui, d'acheter une montre de 1 000 €, alors que je pourrais acheter une montre de 100 € pour l'instant parce que je veux construire. Donc, les 900 € là, si je mets ça sur le compte, donc ces 1 000 € qui traînent là, je veux acheter une montre. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment là, c'est nécessaire? C'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, ce sera nécessaire, ou ce sera important, ou ça ne va pas représenter grand-chose. Tu vois? Tu sais, Sarkozy disait une chose, et les gens trouvaient que c'était un peu de la bourgeoisie. Il dit à 50 ans, si vous n'avez pas votre Rolex, c'est que vous avez raté votre vie. Exact. Les gens l'ont compris littéralement à 50 ans, il te faut acheter une Rolex. Vous savez, de 20 ans à 30 ans, c'est l'apprentissage. Donc, on a l'école, on a l'université, des stages, premier boulot, c'est l'apprentissage. De 30 ans à 40 ans, c'est la consolidation de l'expérience, en réalité. Ça, je dis ça en moyenne. Maintenant, après, pour d'autres gens, ça change. Mais en moyenne, pour la grande majorité. De 40 ans à 50 ans, on construit sa richesse. C'est-à-dire qu'à 50 ans, on devait être au niveau de richesse qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'à 50 ans, on doit pas être en train de courir à gauche, à droite. On n'a même plus les forces. À 50 ans, on doit commencer à enjoy. C'est ça. Donc, c'est la symbolique qu'il voulait dire. À 50 ans, on a sa Rolex. Pourquoi le Rolex? Ça peut être Casio, mais pourquoi Rolex? Parce que la Rolex, c'est un signe extérieur de réussite. Ça veut dire qu'à 50 ans, on doit commencer à profiter. On peut se permettre de s'acheter une Rolex. Voilà, c'est pas... de 50 ans à 60 ans, on enjoy vraiment full effect, quoi, de tout ce qu'on a fait comme travail jusqu'à 50 ans. Et puis maintenant, de 60 ans à 70 ans, on commence à lever le pied.
On enjoy, mais bon, moins férocement qu'entre 50 et 60. Donc là, tu es dans une phase ans, on pense à retraite. On pense à retraite. Tu es dans la phase d'enjoyment, là. Non, moi, je suis dans la phase. Play hard. No, work hard, play harder. Play harder. Yeah. Ok, on voit. Rolex, cigare, tout ça, ça fait partie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je travaille pour, donc franchement. C'est une forme de récompense donc, aussi. Quand les gens me critiquent, je dis, mais critiquez comme vous voulez. Moi, je travaille pour. Donc, je m'en fous, franchement, de vos critiques. Donc là, aujourd'hui, tu n'es pas forcément dans une vision épargner totalement. Non, aujourd'hui, j'épargne un peu, je profite. Voilà, non, j'épargne, je profite, j'investis. D'accord. En même temps. Mais ce que je dis, quoi, l'investissement me fait pas faire des sacrifices aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais pas de sacrifices. C'est-à-dire que j'épargne normalement, j'investis normalement, et j'enjoy normalement. Voilà. Mais entre 40 et 50 ans, tu te prives parce que tu construis ta richesse, donc tu investis, donc tu te prives. Tu épargnes le plus que tu peux, tu investis l'épargne, parce qu'il faut toujours avoir de la trésorerie. C'est sûr. Même si vous avez 10 immeubles, il faut avoir de la trésorerie. Parce qu'il y a des choses que vous voudrez faire, parce que des opportunités, par exemple, ou des coups durs et tout ça, il faut avoir de la trésorerie. Parce que c'est pourquoi il ne faut pas tout investir, il faut toujours avoir de la trésorerie. Ça, c'est extrêmement important. Toujours avoir de la trésorerie. Peut-être pour ceux qui ne savent pas pourquoi. Parce que si vous avez 10 immeubles, vous êtes riche de 10 immeubles. On va dire un immeuble est 1 milliard. Vous avez 10 milliards. Mais vous avez zéro trésorerie. Vous avez un souci tout de suite. Un immeuble ne se vend pas en 2 jours. Exactement. Voilà. Donc, il faut toujours avoir un coussin. Il faut toujours avoir des pareils. Et tout ça, ça se construit. C'est pourquoi je dis, dès le bas âge, il faut inculquer ça aux enfants. Pourquoi à 50 ans, vous n'avez pas un fils ou une fille à 50 ans qui est en train de se chercher? À 50 ans, on ne devrait pas être en train de se chercher. Parce que ça ne veut pas dire être riche. Non. Ça veut dire à 50 ans, on devrait être correct. Confortable. Voilà. Confortable. C'est-à-dire que la facture de l'école de l'enfant arrive, on ne gratte pas la tête. C'est ça. On signe des chèques et on boit son yamakouti. Ou son champagne. Ou son champagne. Ou son cognac. Ou son eau. Mais on est chill, quoi. Tu vois, c'est que pas de souci. La facture vient, tac. La tante arrive, dit, ah, mon fils, vraiment, ma facture, tac. Mais on a l'impression que Stan aimait déjà la belle vie avant. Il aimait bien tout ce qui est bon. Alors, mon père me disait, fiston, tu as intérêt à réussir dans la vie. Pourquoi? Tu aimes trop les bonnes choses. Mes frères et sœurs me disaient ça aussi, quoi. Okay. Mais moi, j'ai toujours pensé ma vie depuis que je suis petit, quoi. D'accord. C'est-à-dire que je n'ai même pas envisagé la possibilité de ne pas réussir, quoi. Parce que tu aimes tellement les bonnes choses qu'il fallait te les payer. Me dis, mais j'ai compris très tôt qu'il faut travailler pour avoir ces choses-là. C'est ça. Voilà. Et comme ça, j'ai toujours été quelqu'un d'éthique, toujours été quelqu'un de discipliné qui respecte les règles. Enfin, je suis né d'un père militaire, forcément, on respecte les règles, on est discipliné et tout ça. Mais on se construit des choses. Je suis quelqu'un de très patient, on construit. Ouais. On sait que tu investis massivement dans l'immobilier. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels tu sécurises les fonds, tu investis? Aujourd'hui, j'ai 2 entreprises, Bloomfield Investment et Bloomfield Intelligence. Okay. J'ai la SCI, une SCI qui gère les biens immobiliers et tout ça. Et là, on est sur le point de créer une autre structure qui va s'appeler Bloomfield ESG. D'accord. Donc, j'investis dans des entreprises et j'investis dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Ça suffit largement. Okay. En fait, je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui est tellement busy qu'il ne peut pas profiter. Qui n'enjoy plus. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que bon, je dis pour qui on fait tout ça? Non. Une fois que tu as sécurisé tes enfants, tu as sécurisé ta famille, tu as sécurisé les investissements, enfin, je dis, tu ne vas pas continuer à vous gagner encore plus. Parce que gagner plus, davantage, veut dire qu'il y a des choses à sacrifier. Forcément. Gagner plus, c'est sacrifier la vie de famille, c'est sacrifier le temps avec les enfants, Je n'ai pas le temps de ça, moi. C'est fini, tout ça. Moi, je vais au travail à 8 heures, je rentre à 18 heures, hein. Je n'ouvre plus mon ordinateur. Ah, c'est fini, tout ça. Tout ça, ok. Ah non, les réveils à 4 heures du matin, non, c'est fini. Le week-end, vendredi, je ferme l'ordinateur, je laisse ça au bureau. Je dis, bon, allez, c'est assigné, mais c'est pas ça. Non, mais c'est bien, on sera tous à ce niveau, à 50 ans, forcément. Mais tu reçois beaucoup de critiques pour ça, mais pour toi, c'est... Alors, les critiques ont de la valeur que pour... Les critiques négatives ont de l'importance que pour ceux qui les regardent. Moi, je m'en fous complètement. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, j'ai like les critiques, moi. Ah bon? On dit, lui, là, c'est tout ça, c'est les gens des sectes, là. Exactement. Clac. Like. Mais il n'a pas compris.
Il y a quelqu'un d'autre qui va répondre, si, il a compris, il veut dire tu es bête. Non, donc c'est répondre avec classe. Franchement, c'est pas, c'est-à-dire qu'il faut répondre avec classe, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi lui, ça le dérangerait que quelqu'un vive sa best life? Enfin, c'est qu'il y a un problème. Et je lui dis, je me rappelle une fois, j'ai acheté, quand j'ai acheté la Porsche pour ma femme. Ça fait un tollé, hein. Ouais, mais je lui ai dit, donc j'ai une amie qui m'a dit, ah, Stan, vraiment, les gens disent, c'est toi, c'est capable d'Abidjan ici. Je lui ai dit, faut pas m'énerver, sinon ça Ferrari. Voilà. Je rigole avec ça, quoi. Parce que je veux dire, en réalité, faut que les gens comprennent que tout ça, ça se construit. Voilà, ça se construit. C'est-à-dire que les francophones ne sont pas habitués. C'est ça, donc tu veux casser la code un peu. Ils ne sont pas habitués aux gens qui ont réussi et leur vie et qui veulent enjoy. Et puis bon, mais c'est pas que tu as envie de show off ou montrer aux gens. Non, mais bon, si j'ai envie de rouler ma Porsche, fumer mon cigare, mais je le fais. Je suis libre de le faire. Si j'ai envie de baisser mes vies, tant que je ne mets pas la musique forte pour embrouiller les gens, ma musique douce, je fume mon cigare, je roule ma Porsche. Mais où est ton problème? Mais j'ai dit aux gens, faites attention, vous allez avoir des crises cardiaques. C'est ça. À force d'être fâché contre les gens, vous allez mourir de gourmet, de chagrin. Vivez votre best life, mais travaillez d'abord pour ça. Mais c'est un peu ça le message. Et c'est ça ma ligne éditoriale avec les jeunes. Autant tu vas sur mon TikTok, tu vas voir Stan Désir en train de danser avec sa canne et son cigare. Mais en même temps, juste après, tu vas voir Stan Désir sur le plateau de RFI en train de parler d'économie africaine et d'économie mondiale. Tu vas le voir à la Sorbonne en train de donner cours à des jeunes. Tu vas le voir à ESCP, tu vas le voir à HEC. Donc les jeunes se disent, mais attends, il y a un truc là. Donc il faut bosser et puis après maintenant tu enjoy. Et c'est vraiment le message que je passe aux jeunes africains. Il faut bosser, il faut construire, il faut travailler, il faut arriver à un niveau. Et maintenant vous profitez, vous en avez le droit. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller voler, donc aller dans la facilité, être dans la corruption et tout ça, et puis profiter après. Ça, c'est un problème. Mais quand vous avez bossé, généralement, vous n'avez pas honte de montrer. C'est ça. Vous n'avez pas peur de montrer parce que vous ne regardez pas derrière vous pour voir qui vous suit. C'est ça le truc. Et c'est vraiment ce que j'inculque aux jeunes. Travaillez, et puis vous avez le droit de profiter. Mais ne profitez pas sans avoir travaillé. Ne profitez pas sans avoir réussi. Parce que profiter sans avoir réussi, il faut bien que l'argent sorte quelque part. Donc ça veut dire que vous allez passer par des mauvais chemins et qui sont très dangereux, naturellement, que ce soit la corruption et tout ça. Ça rattrape les gens. On le voit ici, on l'a vu dans le monde, ça rattrape les gens. Le vol, ça rattrape les gens. Les magouilles, ça rattrape les gens. Donc, il y a la possibilité de gagner cet argent honnêtement. Mais les gars, c'est peut-être plus difficile, mais il y en a qui l'ont fait. Vous pouvez le faire aussi. Voilà. En s'inspirant de toi. Okay. Je sais que tu es très pris par le temps. Toute dernière question. Pour profiter, quand on est à la tête d'une entreprise d'entreprises comme les tiennes, il faut des personnes qui vont gérer derrière. Des personnes, il faut déléguer. Donc, quels sont les secrets, toi, que tu as utilisés pour pouvoir avoir des collaborateurs sur qui tu peux te reposer? Mais il faut les former. Voilà. Il faut les former et puis il faut comprendre qu'on réussit en équipe. On ne réussit pas seul. C'est juste pas possible. Quand vous voyez Dangote, c'est parce qu'il y a des gens derrière qu'il y a Dangote. Quand vous voyez Steve Jobs, c'est parce qu'il y a des gens derrière. Bill Gates, c'est parce qu'il y a des gens derrière. Tony Lemelou, c'est parce qu'il y a des gens derrière. Donc, il faut savoir déléguer. La vraie force d'un chef d'entreprise, c'est sa capacité à déléguer. À un moment donné, vous devenez de plus en plus fort parce que vous avez des gens plus forts même que vous en bas. C'est ça. Moi, je dis, je ne recrute pas les gens moins intelligents que moi, ça ne m'intéresse pas. Je recrute des gens plus intelligents que moi. Parce que moi, je ne vais pas te payer pour que moi, je sois plus intelligent que toi. À quoi ça sert à rien. Je te paye pourquoi alors? Non, pour que tu sois plus intelligent que moi pour m'aider à booster mon business. Donc, j'ai aucun problème de confiance en moi. Aucun problème de confiance en moi. Je donne le pouvoir à mes vice-présidents. J'en ai 5 vice-présidents. Et je peux te dire, aujourd'hui, je suis... pas consultés pour des décisions qui sont dans le cadre de leur pouvoir. Ils viennent m'informer, ah ouais, mais bon, j'ai pris telle décision, on a fait ça. Ah ok, d'accord. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous pensez que prendre toutes les décisions, contrôler tout, vous donne un pouvoir, au contraire, ça vous affaiblit. Parce que ça veut dire que vous ne serez pas capable, votre entreprise ne sera pas capable de vous survivre. Exact. Le jour où vous n'êtes plus là, l'entreprise se croule.
Alors que moi, je voudrais que dans 300 ans, on parle de Bloomfield. Je ne voulais pas que quand Dieu décide de me retirer de ce monde, on ne parle plus de Bloomfield. Impossible. Donc, je délègue, je forme mes filles qui prendront la relève, les enfants, ainsi de suite. C'est une société familiale. Hein. Ouais. Ça, c'est clair dès le départ. Non, ça, c'est clair. Et de toute façon, toutes les sociétés, au départ, généralement, sont des sociétés familiales. Après, évidemment, elles gardent la holding, des sociétés, il y a les actionnaires qui rentrent et tout ça. Parce que la société familiale, c'est pas un mode de gestion. Société familiale, c'est le type d'ownership. C'est ça. Maintenant, après la gestion, évidemment, comme je dis, quand tu délègues, c'est que tu laisses rentrer des gens dans ton capital. C'est justement pour renforcer la gouvernance et tout ça. Mais la société reste une société familiale. Ouais. Super. Merci beaucoup, Stan, pour ton temps. Merci d'être venu par ici. Ouais. Quel serait ton dernier mot à tous ces jeunes, soit vivant en Afrique, soit dans la diaspora? Alors, ceux qui vivent en Afrique, de rentrer dans une logique de réécrire une narrative pour ce continent, déconstruire la narrative coloniale et reconstruire une narrative. Ceux qui sont à l'extérieur, capitaliser sur votre double culture, revenez au pays et aider à tirer ce continent vers le haut. Word up. Word up. Merci d'avoir suivi cette vidéo à vous. Merci encore, Stan. Merci. Donc, dans les commentaires, dites ce que vous avez pensé de cette entrevue. Et puis, si vous venez que Stan vienne pour parler plus en détail d'un point ou d'un autre, je pense qu'on va lui dire. Et puis, il va peut-être accepter avec plaisir. Allez, merci. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci, Stan. Merci.